La paix, la stabilité, l'unité et la concorde sont des conditions préalables sans lesquelles nous ne saurons assurer notre survie et notre progrès en tant que nation. Ces mots sont ceux de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le prétexte du rappel de ces mots présidentiels, la récente célébration de la fête de l'unité nationale, le 20 mai. Un sujet qui a animé l'actualité camerounaise et donc la complexité force l'évaluation et le bilan. 53 ans après. Ce soir, nous franchirons la fine frontière entre société et politique tant la question de la prochaine élection présidentielle interpelle avec force. Nos panélistes croiseront regard, mais aussi le verbe, avec un accent qui est le nôtre, c'est-à-dire camerounais, pour examiner l'impact potentiel d'une opposition unique sur le résultat de l'élection d'octobre prochain. Le Cameroun a 65 ans, vous le savez, et il va sans dire qu'il n'est point un péché d'explorer la question de l'indépendance du Cameroun et de l'influence de la France sur les affaires internes du pays jusqu'à date. Le ton captivant des experts, leurs analyses pointues s'invitent dans vos salons le temps d'un débat des esprits libres, un véritable grand moment de la télévision. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Accent 237. Sur le plateau, ils sont déjà en plateau justement avec nous, nos différents invités. Alors, Maître Tédissé Dieudonné, merci d'avoir honoré à cette invitation. C'est important de rappeler que vous êtes le président d'un parti politique. Il s'agit du PCPDC, qui est le Parti camerounais pour la paix, la démocratie et justement la construction. C'est bien cela? C'est bien cela, Raoul. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de l'unité nationale. Notre parti, c'est le Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. L'unité nationale du Cameroun est à construire sans distinction, sans exclusif. Nous devons pouvoir ensemble ramener le Cameroun vers des eaux paisibles. Vous l'avez dit, on aura le temps d'en dire profondément tout au long de ce programme. Et justement, il nous a rejoint, c'est Monsieur Célestin Djamène, bien connu de l'espace public. Il est également président d'un parti politique, à savoir la PAR, Alliance Patriotique Républicaine. Président, bonsoir et bienvenue sur ce plateau que vous connaissez d'ailleurs très bien. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous les téléspectateurs de Balafon TV. Merci pour l'invitation. La thématique me semble assez alléchante et donc on est prêt à découdre démocratiquement sur ce plateau des débats qui pourraient, je pense, alimenter et enrichir les téléspectateurs. Encore que vous prétendez justement avoir abrigué le mandat présidentiel dont vous avez intérêt justement à rassembler tous les Camerounais comme le veulent les thèmes ou encore les thématiques de ce soir. Vous savez, tout homme politique a intérêt à rassembler les Camerounais parce que quand on entre dans l'arène politique, c'est pour passer un message. Un message non pas à une catégorie, à une communauté de Camerounais, c'est un message à l'ensemble des Camerounais. Donc par nature, par définition, l'homme politique est engagé pour faire passer une vision de la société, donc à toucher tous les Camerounais. Bon, bien entendu, il y a le jeu démocratique qui va faire en sorte que lors des échéances électorales, ils vont choisir lequel des candidats est peut-être à leurs yeux le mieux placé pour mériter l'onction suprême. L'action politique, elle s'inscrit justement dans une sorte d'action sociale ou alors sociétale. Et nous avons sur ce plateau, ce soir, un sociologue avec qui nous allons aborder notamment un certain nombre de questions sous le pan purement sociologique. Georges Auréole Lekama, vous êtes sociologue. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accent 237. Bonsoir Raoul et bonsoir pour l'amitié. Je suis content de partager ce plateau. Surtout que, qui sait, peut-être demain, l'un d'entre eux sera président de la République. J'aurais donc eu l'honneur de partager le plateau avec un président de la République. Alors justement, la première thématique que nous allons aborder, il faut rappeler que dans quelques instants seulement, nous recevons sur ce plateau M. Valère Bessala, qui est le guide du mouvement Jouvence. Alors, président, Tédissé, nous parlons de l'unité nationale. Alors, 72-2025, cela fait 53 ans. Que dire notamment de cette unité nationale en 53 ans? Raoul, 53 ans d'unité nationale, c'est à construire. Il sera un peu maladroit de dire que tout va bien. Vous avez aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest une crise sécuritaire en cours. Vous avez les enseignants qui crient. Mais nous n'allons pas passer tout le temps à poser les problèmes que les Camerounais connaissent déjà. Il est aux gens aujourd'hui 53 ans
après 72, de poser les éléments nécessaires pour parfaire l'unité nationale, de façon à ce que nous n'ayons plus les Camerounais qui se sentent exclus de la scène politique, nous n'ayons plus les Camerounais qui pensent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Raison pour laquelle le pilier central pour pouvoir construire cette unité nationale, c'est l'éducation. Parce que voyez-vous, lorsque vous n'avez pas réussi à donner une bonne éducation à votre communauté, vous avez des générations perdues. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour pouvoir rassurer les Camerounais, construire l'unité nationale, il faut que nous sortions de l'école Parlement, c'est-à-dire cette école qui forme les gens en 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il faut pouvoir former les gens à la création de richesses, parce que voyez-vous, pour construire l'unité nationale, il faut que les gens aient du travail décent. Et si vous avez formé des chercheurs d'emploi, vous vous retrouvez avec des gens qui sont permanemment manipulables. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à reformer le curriculum de formation académique, former les créateurs de richesses et donner la possibilité aux Camerounais de ne plus être des gens qui discutent pour faire des concours administratifs et autres là. Concours administratifs que vous savez, où on publie les résultats par ordre alphabétique. Il faut connaître X ou un Y avec tous les réseaux de corruption qui peuvent se créer autour. Donc il est urgent aujourd'hui pour construire l'unité nationale, donner l'éducation aux Camerounais, construire les infrastructures, pas construire dans le système que nous avons aujourd'hui, construire en BOT. C'est quoi le BOT? Le Build, Operate and Transfer. Je vous prends une ligne que vous connaissez certainement bien. C'est le Douala Konsamba Bafan. Quand vous y allez, on a l'impression que vous êtes sur le dos du cheval. Tout à fait. Les femmes enceintes... Il y a une impression d'être en train de galoper un cheval, tellement... voilà, ça secoue énormément. Ça secoue énormément. On pourrait, pour garantir l'unité nationale, s'assurer que les gens soient à l'aise, passer ça en BOT. Dire, OK, monsieur Elo, vous construisez la route de Douala Konsamba à vos frais, 64 mètres de large, vous le voyez à triple couche, et vous gérez le péage, le paysage, toutes les infractions relatives. Ça fait que les gens ne vont pas se sentir exclus. Il est urgent aujourd'hui de revoir également le porte-monnaie de la ménagère, en faisant que, au niveau de nos villages profonds, qu'il y ait des moyens de transformer les matières premières dans les bassins de production. Vous avez des cacaoculteurs du FACO, de la même du coupé Manungoba, qui cultivent le cacao depuis beaucoup d'années et qui vont, à 70-80 ans, commencer à discuter des plantations avec les petits-fils. Il est urgent aujourd'hui, pour pouvoir garantir la stabilité de ces derniers, pour qu'ils se sentent considérés par le système, de penser à une pension retraite pour les cacaoculteurs qu'on peut prélever dans chaque kilo de cacao vendu. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. On a le temps d'y revenir. Justement, Célestin Djamel, on parle là de l'unité nationale, et d'ailleurs on a célébré l'an 53, c'était le 20 mai dernier. On sait justement tout le lot d'anecdotes qu'il y a eu, téléphone portable interdit, ainsi de suite. Mais là n'est pas le problème central. Que signifie, selon vous qui aspirez justement à cette fonction présidentielle, l'unité camerounaise, l'unité du Cameroun sous votre prisme? Tel que vous regardez, est-ce qu'on a l'impression justement que les Camerounais sont unis aujourd'hui? Mais je pense que si on regarde l'unité du Cameroun sous le prisme de la question anglophone, par exemple, je considère qu'effectivement, il y a un gros souci. Parce qu'en effet, ce qui se passe, c'est que cette crise dite anglophone, parce que je pense que c'est une crise en fait camerounaise, est liée à des vestiges coloniaux. C'est-à-dire qu'en fait, la culture dite anglo-saxonne nous vient parce qu'à la fin de la guerre de 14-18, quand l'Allemagne perd effectivement la Première Guerre mondiale, l'ONU, la SDN pour être plus précis, l'ancêtre de l'ONU, décide à l'époque d'envoyer au Cameroun, n'est-ce pas, deux puissances européennes, à savoir la France et la Grande-Bretagne. D'où effectivement une culture qui s'est dessinée au fil du temps, notamment avec les deux régions du Cameroun, qui posent problème depuis un certain temps déjà. Avant, c'était la SNCL, maintenant, c'est les Ambazoniens. Donc, il y a un problème de fracture, de fragmentation de la société. On aurait bien aimé qu'après, effectivement, le 20 mai 72, date qui symbolise, soi-disant, l'unité du Cameroun, parce que je ne sais pas à quoi ça correspond réellement. C'est une date qui a été sortie comme ça, sans réel ancrage historique, le 20 mai 72. Donc, depuis ce temps-là,
On ne peut pas le dire parce qu'il y avait quand même un référendum. C'est ce référendum qui a donné lieu notamment à cela. Oui, mais fort de ça, on peut parler justement de cet ancrage historique. C'est une échéance, c'est une élection, mais ça ne marque pas un fait historique majeur. Je dis, c'est une décision quasi unilatérale d'Ahidjo de réunifier les deux parties de Cameroun, sans vraiment avoir résolu le problème. Donc il y a un problème de fragmentation, effectivement, de ces deux cultures, de ces deux chocs culturels. Donc, à ce point de vue, je pense qu'on peut vraiment questionner l'unité nationale. Mais maintenant, je crois qu'en termes de l'unité opérationnelle et fonctionnelle du pays, quand vous regardez par exemple sur les 10 gouverneurs du Cameroun, 5 sont issus d'une aire géographique, socio-géographique assez connue, l'axe centre-sud-est. 5, c'est beaucoup. Sur une région, sur 10 régions du Cameroun. Est-ce le fait du hasard ? Je ne le crois pas. Est-ce vraiment le symbole de l'unité nationale? Je ne le crois pas non plus. Maintenant, quand vous prenez... Alors, d'autres personnes pourraient peut-être parler du fait notamment des compétences, et quand c'est peut-être des parties notamment de ces clivages... Vous pensez vraiment que c'est un problème de compétences? Alors, justement, c'est une question que l'on pose. Bon, vous pouvez... On se pose les questions qu'on veut, mais je constate simplement que ce n'est pas qu'au niveau des gouverneurs du Cameroun, il y a aussi au niveau des ambassades. Vous prenez les 10 ambassades européennes, plus le Canada, la Belgique, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Vous avez en France, par exemple, André Magnus Ekoumou, qui est du centre. Vous avez... En Espagne, M. Binji, qui est du centre. Vous avez en Italie M. Fuman, qui est du centre. Vous avez aux États-Unis M. Etundiye Somba, qui est du centre. Vous avez, comment dirais-je, aux Pays-Bas, M. Njana, je crois que c'est un nom comme ça. Donc en vérité, il y a quand même une volonté, sauf si je me trompe, de marquer quelque chose qui ressemble à une espèce de segmentation d'une certaine région du pays. Ce n'est pas normal, parce que l'unité nationale s'exprime aussi par le partage des fonctions, si j'ose dire, basé bien évidemment sur les compétences. Vous ne direz pas qu'il y a que les gens du centre, du sud, de l'est qui sont compétents au Cameroun. Ce ne serait pas vrai. Et même quand vous regardez les grandes écoles, d'abord les universités, vous voyez par exemple Yaoundé 1, c'est M. Romba, Yaoundé 2, c'est M. Etoa, à Douala, c'est M. Magloire Ondoa, qui est du centre aussi. Vous prenez l'IRIC, c'est M. Dongo. Vous prenez l'ENAM, c'est M. Angoula. Vous prenez, comment dirais-je, l'EMIA, c'est le colonel Nzan. Vous prenez, comment dirais-je, l'ESTIC, c'est M. Modzom. Donc, en vérité, c'est des symboles qui sont utiles pour l'unité nationale. Alors, quand les gens qui sont issus du même aire territoriale sont à ce niveau, de manière, en termes de chiffres, en termes de nombre aussi important, dans une nation qui fait quasiment 30 millions d'habitants, et 475 mètres carrés, ça pose un problème de compréhension. Donc ça fragilise l'unité nationale. Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous dise les critères pour lesquels, s'ils sont compétents, il n'y a pas de souci. Je veux dire par là que, un peu comme à l'équipe nationale de football, je dis que si je vois 10 Bassa titulaires qui sont tous bons, comme ça s'est passé d'ailleurs en 90. Il n'y a pas de problème, tout le monde le voit. Mais là, quels sont les critères? Personne ne sait. On constate simplement qu'il y a des gens qui sont issus du même aire géographique, qui sont généralement nommés dans la fonction publique nationale comme internationale. Ça pose un problème. Mais dans la vie ordinaire des Camerounais, je considère qu'il n'y a pas de tribalisme. Je n'ai jamais vu dans les quartiers, dans les boulangeries, dans les transports en commun, un quelconque tribalisme entre nous. Ça n'existe pas. Donc il y a un tribalisme d'État qui est entretenu par l'État. Je ne sais à quelle fin, certainement pour se conserver au pouvoir. Mais c'est dommage parce que ça peut créer des incidents dans la société. Il y a des gens qui vont être frustrés parce qu'ils voient qu'effectivement, au plan des nominations des fonctions publiques, nationales et internationales, il y a des gens qui sont issus essentiellement du même aire géographique, ça pose un problème. Alors, toutes ces choses-là, toutes ces données-là permettent quand même de dire, si on vous lit entre les lignes, que cette unité nationale, entre guillemets, du point de vue étatique, c'est quand même factiste. Elle est fragile. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'installer un tribalisme d'État. Ce n'est pas bien. Entre nous, on ne connaît pas le tribalisme. Je vous dis ce que je vis. Les mariages mixtes, c'est assez galopant, exponentiel même d'ailleurs. Il n'y a pas de problème de considération tribale entre nous. Mais à la longue, cette politique d'État fondée sur la discrimination, sur les critères régionalistes, peuvent créer dans l'esprit de certaines personnes des dissensions, des frustrations. Donc j'invite le gouvernement à revoir ce côté et même, par quelques experts, à réformer la Constitution, parce que quand on parle d'autochtone et d'allogène, ça me gêne un peu. Parce que nous sommes quand même en République. Pour moi, en République, on ne reconnaît qu'une catégorie des citoyens. Il n'y a que des citoyens. Et la communauté, pour moi, elle est citoyenne.
Je dis, quand vous avez une carte électorale, c'est pas marqué Bafia, c'est pas marqué Kambiti, c'est pas marqué Bamileke, c'est pas marqué Camerounais tout simplement. C'est Camerounais. Merci. Donc, moi, je pense que on doit faire un effort d'abord en termes de langage dans la Constitution, de toiletter la Constitution, d'enlever les termes autochtones, d'enlever les termes allogènes, parce qu'en vérité, l'UNESCO et l'ONU reconnaissent comme seule minorité, c'est les Bororo et les Pygmées, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que les Bororo étaient en voie de disparition quasiment dans l'extrême nord. Donc en vérité, c'est tout à fait normal. Et quand Ahidjo invente Vous sortez par là? l'équilibre régional en 1963, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une espèce de retard scolaire ou académique dans la région du Grand Nord, qu'on appelait à l'époque la province du Nord. Donc aujourd'hui, 63 ans après, il n'y a pas de raison que nos enseignants, qu'on n'ait pas assez d'enseignants pour les envoyer dans tous les 4 coins du pays. Donc ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui fragilise l'unité nationale, qui semble être que de nom. Merci. Donc il faut un travail politique. Merci beaucoup, Célestin. Alors, En une minute. Allez-y, donc 30 secondes, c'est bon pour 30 vous. secondes. 30 secondes, oui. Avec la permission des autres, vous savez, le Cameroun batching, ça nous embarrasse un peu. Le Cameroun, quoi. Le Cameroun batching. Vous savez, on ne peut pas, dans un pays, considérer que la construction de l'unité nationale, c'est telle tribu, c'est telle autre. D'où l'urgence que... Parce que je dis, hein. D'où l'urgence que... Hein. Il faut changer le curriculum de formation académique, parce que vous voyez, vous, les États-Unis, que vous connaissez certainement bien, on supplie les enfants pour être des fonctionnaires, là-bas, pour travailler à l'agence fédérale. On ne peut pas construire un pays dans lequel les gens sont permanemment en train de croire que le pays, c'est le gâteau qu'il faut partager en région. Merci. Il faut former des créateurs de richesses. Merci beaucoup. Pour que désormais... Merci. On va revenir. Célestin Jamel. Cameroun batting, Oui. il veut insinuer qu'il y a des gens qui tirent sur le Cameroun. C'est bon. Ils ne peuvent pas avoir le monopole. Vous allez rectifier ça dans un instant. Vous allez rectifier tout à fait. Vous allez rectifier dans un instant. En détail les faits historiques et chacun tire les conséquences. Merci Célestin Jamel. Alors on va rectifier ça tout à l'heure dans vos prochaines prises de parole. Georges Auriol Lekama, vous êtes sociologue, vous prenez le temps d'observer les faits sociaux, mais on parle là de l'unité nationale. Normalement, lorsqu'on parle d'unité nationale, on parle d'une identité, on va le dire peut-être culturelle, ou alors une identité nationale. Mais du point de vue culturel, on a cette diversité culturelle camerounaise. On a d'ailleurs cet héritage colonial. Célestin Jamel a parlé tout à l'heure de l'Angleterre et de la France. Est-ce que, sous ce prisme-là, encore dans ce contexte, on peut retrouver une identité culturelle camerounaise et justement bâtir l'unité du Cameroun là-dessus? Merci Raoul. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais les uns et les autres, j'ai soulevé un problème. La question de l'unité au Cameroun est un problème en elle. La question de l'unité est un problème en elle-même, cette question, pour la simple raison que la diversité culturelle du Cameroun pose le problème de l'unité. D'ailleurs, lorsque vous regardez la plupart des documents ou des concepts qui sont utilisés au Cameroun, on dit l'unité dans la diversité. Vous voyez, ceux qui ont fait les lettres, on constate qu'il y a 2 terres opposées. Oui. Comment il peut y avoir une unité dans la diversité? Ça signifie que le Cameroun a une équation à résoudre. Comment trouver l'unité sur la base de la diversité? Donc vous voyez qu'il y a déjà un problème à la base. Du point de vue stylistique, ça ressemble à l'oxymore. Par exemple. Voilà. Et vous voyez, ce problème est congénital au Cameroun. N'est même pas l'affaire de la colonisation, c'est sûr, cela. Qu'on avait été colonisé ou pas, on aurait au moins 240 ethnies au Cameroun. Et on devait réfléchir sur la question de l'unité de ces 240 ethnies. Alors, quels sont les facteurs qui nous amènent à construire cette unité? C'est là la bonne question. Quels sont les facteurs qui nous permettent de construire cette unité? Raoul, lorsqu'on veut analyser au Cameroun sur le prisme des communautés, moi je suis un peu gêné. Je suis gêné par exemple quand j'écoute le grand frère. Des faits. Oui, j'arrive. J'ai fait une opinion. Attention. Tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on veut réduire les Camerounais dans des aires culturelles, ça fait aussi problème. Mais c'est pas moi. Moi, par exemple, je suis originaire du département du Mbam, arrondissement d'Ombessa. Est-ce que je me reconnais Betty? Je ne me reconnais pas Betty. Vous le connaissez comment? Tout à l'heure, si je disais sur ce plateau, Bigno Batoba Bele Bele, moi je parle Yambassa ou le Nougounou, mais le Douala me comprend. Et on va me classer dans quelle catégorie? À côté du Betty ou à côté du Douala qui me comprend? Lorsque le Bamoun dit Ya, ou Ya Nayar, le Douala dit Ya, vous le placez dans quelle catégorie aussi? Donc vous voyez que... Alors vous nous tirez là sur le plan pratiquement anthropologique. Il faut regarder un peu l'anthropologie linguistique pour pouvoir encore résoudre. Mais toujours est-il que, voici l'impression que j'ai, lorsque le président Ahidjo prend le pouvoir, il a un défi. Comment amener le Cameroun vers le progrès? Est-ce sur la voie du développement ou est-ce sur la voie de l'unité nationale? Il s'est dit, ok, unis nous serons forts.
on va se concentrer sur la consolidation de l'unité à travers laquelle on va arriver au progrès. Mais vous parlez aujourd'hui, depuis 1960, nous sommes en 2025, 65 ans après, on n'a pas réussi l'unité. Nous n'avons pas d'unité, il faut le dire. Aujourd'hui, chacun a le chez lui. Les communautés se dressent. La mondialisation nous a amenés à se resserrer. Qu'est-ce qui explique par exemple la résurgence des fêtes traditionnelles? L'Ongondo, l'Ongon, l'Onyanya, l'Oneka, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est que face à un environnement hostile, les Camerounais ont créé un repli identitaire. Aujourd'hui, chacun se reconnaît chez lui. Aujourd'hui, c'est quand? C'est dimanche. Hier, vendredi, la plupart des corps allaient où? Tous ceux qui sont morts à Douala sont allés où? Ils sont allés chez eux. Est-ce qu'on va l'ignorer? Ce sont des faits. Allons, prenons la route Douala-Konsamba. Regardez le nombre de cadavres qui partent au village. Chacun rentre chez lui. Donc, 1960, 2025, on n'a pas réussi à bâtir l'unité. Alors, il faut repartir sur une nouvelle base. Comment bâtir l'unité du Cameroun? Et lorsqu'il dit qu'elle a construit, elle est effectivement à construire. Quels sont les piliers sur lesquels on peut appuyer pour pouvoir arriver? Prenons l'histoire des grandes puissances aujourd'hui. Les grandes puissances sont appuyées sur ce qu'on va appeler une historicité, une forte histoire. Lorsque vous voyez la France, l'Angleterre aujourd'hui, lorsque vous regardez l'histoire, c'est pratiquement 2000 ans de construction de l'unité nationale. Mais nous sommes à pratiquement 65 ans. Cela signifie qu'on est à l'aube de l'unité. Alors, quels sont les éléments... Cela peut être utilisé comme excuse, Georges, 63 ans après. Cela peut être utilisé comme une excuse. Il y a d'autres facteurs qu'on peut utiliser. Il a soulevé un facteur intéressant, le bien-être des Camerounais. Lorsque chacun se sent bien, il a moins de problèmes avec l'autre. Mais lorsque vous avez faim, vous avez l'impression que c'est l'autre qui vous empêche de manger. Vous voyez, donc ce palier est là. Raoul, lorsque les Lions indomptables jouent et qu'ils gagnent, il y a une unité derrière. Lorsque le vert rouge jaune a flotté à Sydney 2000, lorsque Françoise Bangola a soulevé, lorsque Francis Ngannou fait des victoires, les Camerounais sont contents. Il n'y a pas de distinction. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous réfléchissons quels sont les piliers sur lesquels nous pouvons consolider l'unité nationale. Elle est à construire. On ne peut pas dire, regardons un peu le thème de cette année, moi j'ai ri, armée et nation. Cela va sans dire qu'il y a deux entités. Il y a une entité quelque part, l'armée, il y a une autre entité quelque part, la nation. Mais comment une armée nationale peut être tirée de son entité? Voilà la question pourrait se poser. Ceux qui ont fait les mathématiques, éléments de logique, P et Q n'est vrai que lorsque P et Q sont simultanément vrais. Donc comment on pouvait donc tirer l'armée de la nation? Ça signifie qu'on a une armée peut-être qui n'est même pas encore nationalisée. Il y a une armée qui est une entité en dehors de la nation. C'est même pas la nation. Mais la nation, c'est ce sentiment d'appartenance à un groupe. Chacun sent que je suis Camerounais. Mais aujourd'hui, lorsque nous fuyons le pays pour aller au Canada, pourquoi on fuit le pays? C'est comme si on n'est pas chez nous. C'est comme si dans notre pays, il y a Tanga Nord et Tanga Sud. Il y a le pays des uns et le pays des autres. Au Cameroun, on dirait qu'on a plusieurs Cameroun. Si je veux reprendre la théorie monde de Botanski et consorts. Donc, ceux qui dirigent au Cameroun ou ceux qui aspirent à diriger le Cameroun doivent s'asseoir et réfléchir sur les piliers sur lesquels on va bâtir la nouvelle dynamique qui doit nous amener à une véritable unité nationale. Merci. Georges Auriol Kamara nous a rejoint sur ce plateau. Valère Bessala, le guide de Jouvence. Et je me pose souvent la question, pourquoi pas président plutôt que guide? Alors, il nous dira certainement selon son bon vouloir. Bonsoir, le guide Valère Bessala. Bonsoir M. Elon, bonsoir aux millions de téléspectateurs et aussi des téléauditeurs qui nous suivent au loin. Bonsoir à votre merveilleuse équipe en dehors, ici derrière la vitrine. Bonsoir à mes copanélistes, notamment mon aîné que j'aime bien, M. Célestin Jamen, et aux deux autres copanélistes que je découvre pour la première fois sur votre plateau. Je suis ravi d'être ici pour la première fois, surtout à Balafon TV. Je me suis donné cet amour-là d'être là et je suis là. Excusez aussi du retard, je n'ai pas bien chronométré les allées de Douala, que je connais moins. Merci. Alors, le guide Valère Bessala, nous restons sur cette question de l'unité nationale. Et vous avez été fonctionnaire, c'est mieux de le dire ainsi, vous avez quelquefois été dans les meilleurs de notamment des décisions. Lorsqu'on parle de cette unité nationale, il a été dit sur ce plateau qu'il y a un certain nombre de manquements. Mais si on essaie de regarder les politiques gouvernementales, il y a cette expression qui a tout fait de net, l'équilibre régional. Où à un moment donné, dans les positions de concours, on estimait qu'il fallait que tout le monde puisse se représenter, ou alors toutes les différentes entités culturelles
puissent être représentés pour consolider, pour que cela serve de ciment de l'unité nationale. Est-ce que 63 ans après, ce facteur ou alors cette volonté d'utiliser notamment, on va le dire, la représentativité dans les concours, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Je crois que nous sommes sur un élément, vous m'amenez sur un élément périphérique pour moi, et je pense qu'il est d'abord question que nous entendions sur la notion d'unité. Parce que l'unité s'oppose à l'union. L'union, justement, c'est une relation d'entente, de concorde. Oui. Ça veut dire que nous sommes dans une union parce que vous êtes une entité, comme mon prédécesseur l'a dit. Chacun est d'abord une entité, un singleton, et il choisit de se mettre avec l'autre. Tout à fait. Même en étant avec l'autre, donc dans cet ensemble-là, il a parlé des mathématiques, chacun garde sa spécificité. Mais on est dans une union. Ça veut dire que si on rentre dans l'espace camerounais, après 1961, après le plébiscite, alors on était dans une union, puisque le Cameroun était une fédération de 2 États. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y avait tout un gouvernement de l'autre côté, Cameroun occidental, et l'autre dans le Cameroun oriental. Alors, en 1972, le président Ahidjo, qui avait travaillé pendant 11 ans sur la question, s'est dit, nous restons en danger si chacun reste dans sa spécificité. Puisqu'en fait, et je crois mon voisin l'a dit tout à l'heure, il m'excusera de ne pas retenir son nom. Dieudonné Tédissé. Monsieur Dieudonné Tédissé, merci beaucoup. Si nous sommes en danger, parce que si nous continuons dans cette logique d'union, donc de fédération, nous continuerons à faire le jeu des Occidentaux. Justement, en fait, puisqu'avant le 10 juillet 1916, nous étions une seule personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le Camerounais avec K, c'est-à-dire le Cameroun allemand. Et nous étions à une superficie de 750 000 et poussières de kilomètres carrés. Tout à fait. Alors le président avait travaillé toute cette période-là. Il avait justement travaillé avec les John Ngufoncha, les Solomon et compagnie. Et Solomon, Tandem justement, qui est le père d'un candidat à la présidentielle, l'opposition, il était même d'ailleurs vice-président du Cameroun occidental, 1970-1972. Et quand on a opté le 20 mai 1972 au référendum, il était passé ministre et puis président de l'Assemblée nationale, jusqu'à son départ en 1988 pour des raisons qu'on va évoquer pour la suite. Mais nous sommes dans une république unie, parce que vous voyez, on était dans une union fédérale, on est entré dans une union républicaine. L'union républicaine, c'est la république unique, la RUC. Mais, contre toute attente, et l'aîné Djamel l'a dit tout à l'heure, en sublimé, le président de la République a pris une ordonnance, c'est-à-dire dans le domaine du Parlement. C'est-à-dire qu'il a pris un décret qui s'appelle ordonnance dans le domaine du Parlement. 4 février 1984, il a transformé la République unie en République du Cameroun tout court. Pour moi, c'est une première erreur. J'en rentre déjà dans votre question. Première erreur. Parce qu'en fait, partir d'une union à l'unité, comme nous allons définir tout à l'heure, nécessitait que l'on passât par les mêmes canaux, c'est-à-dire de négociation, d'entente avec les autres, avec les forces vives du Cameroun, comme Ahidjo l'avait fait en 61 pour négocier la fédération, comme il l'avait fait en 72, depuis même de la fin 71, jusqu'en début mai 72, pour négocier la République unie, c'est-à-dire que nous partions des 2 principales étoiles et que nous les confortions peut-être jusqu'en 1984. Vous voyez? Mais le président de la République actuelle, unilatéralement, a décidé de passer de la République unie à la République du Cameroun tout court. Alors, cette erreur dont vous parlez, est-ce que cela sous-entend encore ou encore justifie le fait qu'on dise qu'on ne change pas une société par un décret? Est-ce que ça, Crozier, comme disait Michel Crozier? Donc, vous voyez que nous sommes là dans une logique d'unilatéralité. On a décrété l'unité. C'est là l'erreur. Et cette erreur, justement, a été manifestée par la suite, par la montée, la résurgence des mouvements sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-est. Il faut faire attention. Le SNC est né, et puis tout ce qu'on connaît comme mouvement. Et Solomon a dû partir de l'Assemblée nationale en 1988. 1988. Et je me souviens, 88, puisque j'aimais toujours m'amuser, c'est la petite histoire quand on m'avait envoyé votre thème, j'aimais toujours m'amuser quand j'étais préfet adjoint. Monsieur Cavaille était allé faire un tour dans la préfectorale, puisque lui, il avait perdu son poste à l'Assemblée nationale. Il était 2e adjoint préfectoral de Marois.
à l'époque, en 88, c'est pour ça que cette date reste toujours dans mon esprit, puisque j'ai occupé la même résidence que lui. Vous voyez? Et en 94, c'est le monde qui a été utilisé encore par le président Biya, après les années de Braise, pour façonner la nouvelle constitution du nouveau Cameroun que tout le monde voulait. Solomon a dû démissionner officiellement du comité consultatif de la constitution qu'avait érigé et inauguré le président de la République lui-même et dont le coordonnateur était le premier ministre du temps. Solomon a démissionné. Et l'une des raisons, parce que c'est ça qui est le plus important, oui. Solomon évoque justement cette machination unilatérale du président de la République qui a galvaudé en fait l'union d'abord du Cameroun, puis la notion d'unité. Parce que l'unité c'est quoi? Et là j'entre la définition de l'unité. L'unité c'est l'état de ce qui est un. Tout à fait. L'état de ce qui est un tout. C'est pour ceux qui font la chimie, c'est la fusion totale. Une sorte de mélange homogène. Un mélange homogène qui fait qu'on ne puisse plus distinguer ce qu'on disait dans l'Union être par exemple des entités à part. Cependant, 63 ans après, on n'a pas réussi à avoir cette homogénéité. Vous voyez donc quand on regarde donc la lettre de Solomon, on se rend compte qu'en fait il avait vu ce que vous posez comme question aujourd'hui, le véritable problème de l'unité. Puisque l'unité ne se décrète pas, comme l'union. Mais cela a été fait chez nous. Bon, là encore, on peut excuser le président de la République actuelle. On peut se dire que, étant sous les feux de la hampe et sous les braises du 6 avril 1995, il sentait le 6 avril, puisque c'est en février, quelques mois avant le 6 avril, le président Ahidjo, semble-t-il, peut-être voulait encore revenir, on ne sait pas, mais on avait déjà un coup d'État manqué de août 1983, donc il a voulu peut-être anticiper. Mais il aurait pu travailler pour que cette unité-là qu'il avait décrétée devienne prête et fait dans la vie des Camerounais au quotidien. Ce que le sociologue parlait, vous m'en excuserez si je me trompe. Georges Auriol-Lekama. Oui, dans ce dont il parlait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'unité. Parce qu'en fait, il y en a qui vivent bien, il y en a qui vivent mal, il y en a qui mangent, il y en a qui dorment affamés, il y en a qui détournent et qui ne sont jamais inquiétés. Et il y en a justement qui se plaignent tous les jours, on détourne, et personne ne les écoute. Et le président paraît toujours être le complice de l'affaire. On a parlé du nord-ouest et du sud-ouest. Mais nos frères, ils n'ont pas un problème de sécession. Ils n'ont pas un problème de sécession. Ils ont un problème de marginalisation. C'est-à-dire que, comme le disait le sociologue, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas des Camerounais. C'est-à-dire que quand ils sont chez eux, ils quittent par exemple le nord-ouest, ils arrivent dans les autres 8 régions, ils sentent que la colle n'a pas pris. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette affaire de l'anglophone, celui qui vient d'ailleurs, et le francophone que l'on a retrouvé. C'est ça le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous voyez que les mauvais esprits sont donc entrés dans cette revendication-là d'unité, parce qu'en fait, quand on se plaint de marginalisation, en fait, on veut l'unité. Merci. Le nord-ouest et le sud-ouest veulent l'unité. Merci Valère. Mais les mauvais esprits, je sors par là, sont entrés dans cette revendication pour ramener les démons du passé, les démons de la fédération. Parce que Solomon, dans sa lettre de démission de 1994, lui, il était clair. Lui, il disait que la meilleure option pour lui était de garder l'anglophone et le camerounais à leur place. Donc 2 États fédérés qui restaient comme en 61. Pour ça, c'était la solution de Solomon. Donc ils sont rentrés dans cette logique. Et je crois que le sujet que vous posez donc aujourd'hui en débat nous pose justement ce problème-là, celui du vivre ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment un vivre ensemble aujourd'hui qui donne l'impression à chaque Camerounais qu'il est Camerounais, qui donne l'impression à chaque Camerounais qu'il se reconnaît en ce gouvernement qui nous dirige? Parce qu'en fait, un gouvernement, il vit pour son peuple. Quand un gouvernement cesse de vivre pour son peuple, alors il est le premier creuset même de la désunion et donc de l'absence d'unité. Merci Valère Bessala, président ou encore guide de Jouvence. Dieudonné Tédissé, on l'a dit, vous êtes le président d'un parti politique, il s'agit du PDC, alors Parti camerounais pour la paix et la démocratie. On parle là notamment d'un problème d'unité nationale et quelques éléments sont apparus ici sur ce plateau, entre autres, pratiquement de Cameroun, des rassasiés et ceux qui ont véritablement faim. Par exemple, dans la plupart des écoles, on a ce qu'on appellerait une sorte de reproduction administrative. Les noms des fils ressemblent aux noms de ceux qui sont là. Est-ce qu'on va dire que ce sont là les véritables éléments qui plombent notamment cette unité qu'on recherche et qu'on n'a pas atteint en 63 ans? C'est en fait, à sa suite, c'est un des éléments. Il se trouve que le fils de X est reconduit dans le concours de la police
la gendarmerie. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il est urgent, pour résoudre ce genre de préoccupations, de publier les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué dans la presse. Pourquoi? Parce qu'avec cette publication, on n'aura plus ceux qui vont dire que tel a été recruté parce qu'il est le fils de Y ou parce qu'il est le fils de Z. Et pour que nous en arrivions à ce niveau, le changement de curriculum de formation académique est urgent depuis la maternelle. Vous ne pouvez pas avoir le petit Chinois de 13 ans qui vous fabrique le téléphone pour l'utiliser ici, entre-temps le petit Camerounais de 30 ans dans le mbolé. C'est un problème. Il a évoqué le problème de la marginalisation. Vous avez aujourd'hui dans le département du Fako, dans l'arrondissement de Moyoka, le Dam of Yoké. Le barrage? Oui, le barrage de Yoké. Mais c'est un barrage qui n'est pas en circulation. Il y a un autre, le waterfall de Mencho. De Aoum. Ce barrage a fonctionné et produisait de l'électricité, celui de Yoké. On a fini de faire des travaux. Il a évoqué le fait qu'un gouvernement sérieux doit travailler pour l'intérêt de son peuple. Vous ne pouvez pas être un gouvernement qui pense que quand vous êtes d'accord avec Paris ou avec Washington ou avec la Russie ou la Chine, tout va bien. Donc aujourd'hui, cette unité est à construire. Et pour construire cette unité, il faut créer des conditions en termes d'infrastructure, en termes de bien-être aux populations. Le bien-être, c'est quand même très large. Non. Qu'est-ce que vous mettez dans bien-être? Dans ce bien-être, il faut faciliter, désenclaver le pays. Vous avez l'arrondissement de Ngouti, dans le coupé Malungoba, qui avait un aérodrome avec un avion qui faisait Ngouti-Londres. Une fois. Ngouti-Londres, oui. Sans escale, sans avoir besoin de venir. Une fois par semaine. Vous avez au niveau de Tiko un aérodrome. Vous avez au niveau de Gribi, dans la Bombe Ngoko, au niveau de Nangay-Boko, un aérodrome. Vous avez comme ça, il faut développer le transport multimodal, permettre aux populations d'évacuer leurs marchandises. Et surtout, pour que le vivre ensemble soit efficace, que l'unité soit efficace, il faut sortir de ce capitalisme de consommation. Le pays est devenu un pays de friperie. Les chaussures, friperie, les ongles, friperie, les voitures, friperie, la santé, friperie. Il faut changer le curriculum de formation académique, former les créateurs de richesse, transformer nos matières premières sur place, permettre d'augmenter. Vous avez par exemple le rubber, le caoutchouc. Tout à fait. Fako, Mémé. Avec les plantations d'EVA. L'EVA, et même dans le sud. Est-ce que vous fabriquez les pneus ici au Cameroun? Pourtant, le Nigeria, à côté, fabrique. On aurait pu transformer cet EVA sur place au Cameroun, que les conditions de vie des gens auraient été améliorées, que les mauvais esprits auxquels faisait allusion M. Bessala tout à l'heure n'auraient pas l'occasion de trouver le terreau fertile pour implanter leur mauvais venin. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Cameroun, vous m'en excuserez, est devenu le shopping des multinationales. Chacun expérimente ce qu'il veut, comme il veut. Bon, bref, pour que l'unité nationale soit quelque chose de réel, il est urgent d'avoir des hommes qui n'ont pas peur de mourir au pouvoir, qui n'ont pas peur de changer radicalement le Cameroun. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui sont dans une logique de messianisme politique, qui pensent qu'avant eux, il n'y avait pas le Cameroun, pendant eux, il y a le Cameroun, et sans eux, le Cameroun n'existera pas. Il faut que tout parti politique confondu, que nous puissions rentrer dans ce qu'on appelle l'éducation politique et citoyenne de nos populations, de nos militants, à l'effet que ces clivages qui ne nous servent pas puissent se taire. Connaître un atténuement. Ça ne va pas se taire parce que vous n'allez jamais refuser à un petit fils de Combo ou bien Banvol ou Mouda de reconnaître qu'il sort d'une tribu. Mais en mettant des éléments assez importants, il a évoqué tout à l'heure la justice. Comment voulez-vous que dans un pays, les élites de tout un département se retrouvent en prison? Pourtant, il y en a d'autres qui ont commis pratiquement les mêmes infractions, mais qui se baladent à longueur de journée parce qu'ils n'ont pas l'ambition de chercher le pouvoir. Alors, si on vous écoute très bien, l'échec de la justice est également un facteur aggravant notamment de cette désunion ou alors de manque d'unité, cette absence d'unité nationale. La justice élève une nation. Lorsque vous avez commis des infractions, vous devez être sanctionné de la même façon. Certains sont décédés en prison. Je n'aime pas personnaliser les problèmes, ce n'est pas mon ambition, mais il est urgent aujourd'hui que même au niveau de la justice, par exemple, que nous puissions enlever la justice des mains de l'exécutif,
de façon à ce que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les magistrats du premier grade jusqu'au 4e grade hors échelle. Ça va faire que désormais, il n'y aura plus l'arbitraire, parce que l'une des causes du désunion, c'est l'absence de justice. Les carrières des gens sont bloquées parce que c'est le fait du prince. Il faut humaniser notre société, redonner la force à la justice pour que les gens ne soient plus en train d'être vivre dans les renvois. Parce que chaque fois que les gens sont en insécurité juridique, la conséquence immédiate, c'est qu'il y a un repli. Et vous voyez que si vous aviez formé des créateurs de richesses, des gens aptes à créer des emplois, après leur formation, vous n'aurez plus l'occasion d'avoir des sirènes de la division qui viendront dire « Ah, c'est telle tribu qui mange mieux, c'est telle autre tribu qui ne mange pas mieux. » Donc voilà un peu des pistes de solutions pour construire l'unité nationale auquel nous tous nous aspirons. Et il faut savoir que avant nous, il y avait le Cameroun. Pendant nous, il y a le Cameroun, après nous, il y a le Cameroun. Et ce mécanisme politique consiste à croire que une fois qu'on n'est pas satisfait, le pays va prendre d'autres envols. Il faut qu'on sache qu'on est né Camerounais, on va Camerounais et on mourra Camerounais. Merci de donner tes essais. Alors, Célestin Djamène, c'est clair que là, on est en train d'examiner, d'explorer justement ces pistes qui vont nous conduire, notamment peut-être au raccollement de quelques morceaux de cette unité pour justement atteindre ce 1, comme disait Valère Bissala. Qu'est-ce qu'il faut proposer concrètement pour avoir cette unité manquée depuis 63 ans? Bien. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire que tout à l'heure, M. Sédissé venait de... Tédissé Dieudonné. Tédissé, pardonnez-moi si j'ai gratis un peu votre nom, mais c'est la première fois que je vous vois et puis je ne vous connais pas personnellement. Alors, donc, quand on parle, il vient de décrire un pan de la société camerounaise, c'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau de l'économie, au niveau des régions. Il a tout à fait raison. Pour autant, je n'ai pas pensé qu'il faisait du bashing, Cameroun bashing. Tout à l'heure, il a taxé mes propos de Cameroun bashing. Il ne s'appuie pas lui-même ce qu'il pense des autres. On peut décrire la société sans pour autant qu'il s'agisse du bashing. Il s'agit d'écrire des faits dans l'espérance, en tant qu'acteur public, que les choses s'améliorent. Oui. Par ailleurs, moi, je n'ai pas ici fait valoir une opinion. Quand je parlais de nominations orientées, qui ne sont pas le fait du hasard, ce sont des faits. Ce n'est pas quelque chose de gênant. Je dis que la critique est nécessaire et utile pour l'avancement d'une société. Si on élimine la critique, on élimine l'émergence. Parce que c'est dans la critique précisément qu'on essaie de voir les différents travers d'une action et on essaie d'améliorer. Donc la critique est fondamentale. Ça, c'est une chose. Maintenant, tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'assiduité mon cher ami Valère Bissala qui parlait d'homogénéité. Il faut surtout éviter l'homogénéité de la société. Il faut éviter. Oui, parce qu'en vérité, notre puissance, notre force vient de notre diversité, justement. Parce qu'il est évident que nous ne sommes pas un État-nation. On n'est pas comme l'Allemagne. On n'est pas un peuple allemand qui est né avec un État, une État-nation. Alors justement, tel est le problème. Parce que ceux qui regardent le Cameroun et l'analyse disent que l'échec notamment de cette unité vient du fait que le Cameroun ne s'est pas bâti dans le processus normal, c'est-à-dire une nation avant l'État. On a un État, peut-être par décret, voilà, comme disait Valère Bissala, qui s'est mis en place avec tous les différents constituants d'un État. Oui. Et aujourd'hui, les gens se reconnaissent beaucoup plus appartenant à une région plutôt qu'à une nation. Ça veut dire qu'il y a un travail fondamental à faire, un travail d'éducation. L'arme la plus puissante pour changer un peuple, c'est l'éducation. Tout à fait. Malheureusement, notre éducation est souvent d'obédience extérieure, exogène. Ça pose un véritable problème. Donc je suis en train de dire qu'il faut comprendre que la nation est une construction permanente. Le choix de la République, c'est un choix. Je dis que là où on est né, peu importe, parce qu'en vérité, je n'ai pas choisi de venir d'une dé, mes parents non plus. C'est un fait, c'est factuel. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi de créer un parti politique. J'ai choisi d'adhérer au SDF à l'époque. C'est un choix d'être dans la citoyenneté. Comprenez? Donc il faut respecter cela. C'est-à-dire que l'unité nationale, pour un État qui n'est pas une nation, on était des populations, on fait des efforts pour que ces différentes cultures s'harmonisent, non pas pour être homogènes, elles ne le seront jamais, pour aller vers la reconnaissance des valeurs communes. Parce que nous vivons au Cameroun. Le Cameroun, c'est un territoire défini de manière internationale et reconnu. Donc on ne peut pas penser un seul instant que le Ngondo sera comme le Ngon ou comme le Ngon sera comme le Mpo bâti. Ça ne nous existe pas. Et puis ce ne serait pas normal qu'on puisse homogénéiser les choses. On nous dit qu'on est le continent, c'est vrai. Parce qu'on a la culture sahélienne, la culture côtière, la culture montagnarde, la culture de la savane, de la forêt. Quel pays d'Afrique a ce privilège?
Donc moi je suis jaloux de ça. Je pense qu'il faut rester dans cette diversité-là. Maintenant, sur le plan politique, je pense que les différents dirigeants du Cameroun devraient mettre un accent particulier dès la maternelle sur les jeux éducatifs, les jeux, pédagogiques, afin que le petit enfant comprenne qu'il est d'abord au Cameroun, avant d'être de la région du Nyon-Ekele, par la région du centre, région du littoral, région du sud, etc. Alors vous parlez des jeux. Si on voulait faire dans du concret, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques jeux, par exemple, qui pourraient être utiles? Peut-être que ceux qui nous écoutent prendront cela pour des cas d'école et expérimenter. Moi j'étais en Kouaban, après un Kouaban, il n'y a pas si longtemps, et je me suis amusé d'interroger quelques élèves de classe de première et de terminale à la sortie de l'école. Je leur ai demandé comment s'appelait le ministre de la Justice. Ils ne savaient pas. Classe de terminale. Ministre de la Culture, ils ne savaient pas. Premier ministre, ils ne savaient pas. Les gens de terminale, adolescents de terminale. C'est très inquiétant. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'est la culture camerounaise, de l'identité camerounaise dans nos États. Alors maintenant, quand j'entends le parallèle qui est fait avec la crise anglophone, moi je dis, mais attendez, regardez par exemple le cas du Rwanda. Le Rwanda aussi connaît la colonisation belge, mais ils ont fait le choix de changer leur destin. Parce qu'une nation aussi peut se mettre debout et changer son destin. Ils ont évacué la langue française, ils ont introduit une langue africaine qui s'appelle le Swahili, je crois le Lingala au Rwanda. Ils ont maintenu l'anglais pour des raisons de commerce international. Mais ils ont refait leur histoire. Et c'est possible ici que nous nous débarrassions une fois pour toutes de la question anglophone, parce que moi je ne peux pas comprendre un anglophone identitaire. L'anglophonie, c'est une importation. C'est une importation. Les gens dans le sud-ouest sont en majorité savoie. Ils ont une culture camerounaise, disons africaine. Dans le nord-ouest, ils sont des graciles. Ils mettent le ndop, comme d'autres bamiliqués de l'autre partie de l'ouest. Donc ils n'ont aucune raison de penser que leur identité est d'origine extérieure. Je ne peux même pas comprendre que quelqu'un se dise anglophone ou francophone. Certes, je parle français, parce qu'on me l'a imposé depuis la maternelle. C'est pour ça que je m'exprime en français. Mais vous avez les Camerounais aujourd'hui qui parlent chinois, italien, etc. Donc nous sommes de culture africaine. La question anglophone n'a pas de sens. C'est une invasion coloniale et les puissances actuelles coloniales s'attellent à ce que cette question persiste toujours. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, je suis Camerounais, certes d'une certaine région, mais l'anglophonie, quand on me parle de ça, je dis ce n'est pas une ethnie. Ils se revendiquent anglophones. Pourquoi? Parce que les Britanniques sont passés par là. Alors ça veut dire qu'à l'époque allemande, ce serait revendiqué quoi? Germanophone? Alors je prends un exemple. La France aussi a été occupée par par l'Allemagne, pendant au moins 6 ans. Pour autant, est-ce que les Français s'estiment germanophones? Ben non. Le Japon a envahi la Chine en 1935, mais pour autant, les Chinois ne sont pas nippons. Ils ne se revendiquent pas nippons. Ils sont fiers d'être chinois. Mais nous, Africains, pour peu que les Français soient passés chez nous, les anglophones, les Anglais, ah, on est anglophone, ah, on est francophone. C'est une imbécilité. Merci. Parce que c'est la faiblesse culturelle. On n'est pas fiers de nous, on n'a pas d'estime de nous-mêmes. Et ils ont passé 40 ans en Afrique, de colonisation vraiment réelle. Et puis ils ont laissé des traces au point qu'on s'identifie comme anglophone et comme francophone. Donc, la question anglophone était un faux problème. Moi, je serai aux affaires que je vais supprimer ces 2 langues. Il n'y aura ni français, ni anglais. Ce seraient des langues facultatives. Chacun peut choisir de quoi. Et comme aujourd'hui, on peut choisir de parler italien, chinois, etc. Ça pourra quand même donner lieu à une sorte de cacophonie qui n'arrangera pas les je suis choses. Je me sens pas du tout. Qui aidera davantage à créer ce fossé entre les Camerounais. Il y a quel fossé? Si on supprime l'anglais, quel est le fossé? Dites-nous, il faudra forcément... fossé, puisque d'abord, si on est anglophone, soi-disant ou francophone, c'est bien parce qu'à partir de 1922, les Français et les Britanniques sont venus. Nous avons le droit de réorienter notre histoire en tant que patriotes. Donc il n'y a aucun souci à dire qu'on supprime le français et l'anglais. D'ailleurs, on ne serait pas la première nation à le faire. Le Rwanda, je vous l'ai dit, le fait. Beaucoup d'autres pays l'ont fait. Donc il faut arrêter de penser que nous sommes condamnés à être anglo-saxons. Ils l'ont fait, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ils l'ont fait et trouvé justement une langue palliative. Georges Auriol Lekama, alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour construire cette unité, parce qu'on est en train de sortir de cette thématique? Comment faire pour construire? Le tableau a été dressé ici, un certain nombre d'éléments qui ont été mis en avant, mais justement pour l'œil du sociologue, on parle entre autres de la sociologie-action. Si on était dans ce prisme de la sociologie-action, qu'est-ce que vous proposeriez justement pour avoir cette unité
mal construite ou alors pas du tout construite en 63 ans? C'est vrai que c'est lourd comme réponse, mais je pense que simplement les Camerounais doivent être entrés en relation. Il faut que les Camerounais soient liés à eux-mêmes, liés à leur histoire, liés à leur territoire, liés aux autres Camerounais. Un exemple, comme vous pouvez imaginer que les chefs de département n'arrivent pas à avoir des routes qui les relient. Comment comprendre que, par exemple, Yabassi, qui est le département du Cam, ne soit pas relié par une route goudronnée au département du Mungo voisin, au département du Cam voisin, au département du Vouri voisin? Comment les populations de Yabassi rencontrent celles du Mungo facilement? Comment c'est les populations? Ce qui est vrai pour le Mungo est vrai pour Bangem. Comment comprendre que Bangem, les deux frères, Mbo et Kossi d'un côté et Mbo de l'autre côté, qui parlent la même langue, mais n'arrivent pas à avoir une route qui les unit? C'est-à-dire que son frère Bakossi, qui sort du coupé Manengomba, ne peut pas facilement aller rencontrer son frère Mbo, qui est du côté d'un Konsamba. Ce qui est vrai. Alors, il faut qu'on trouve un moyen de mettre les Camerounais. Je me rappelle encore certaines sorties d'histoire dans ce pays. Le grand frère Barnet peut peut-être corriger. Comment comprendre que le gouverneur de la région du Sud, pour quitter Bolova, pour arriver à Kribi, est obligé de venir de passer par Yaoundé, par Idéa, pour arriver à Kribi, alors que la route Bolova à Condé Kribi lui permettrait d'arriver facilement. Alors, c'est une voie justement qui est en construction depuis bien d'années aujourd'hui. Vous avez dit depuis bien d'années aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à un moment, rien que sur le niveau des infrastructures, les Camerounais n'ont pas les moyens de se retrouver. J'ai causé avec un ami qui me disait, il y a des Camerounais qui sont dans le nord, dans l'extrême nord, qui vont mourir sans jamais poser les pieds au centre ou au sud. Alors comment se reconnaissent ces Camerounais lorsqu'ils n'arrivent même pas, n'est-ce pas, à explorer leur propre pays? Les Camerounais ne se connaissent pas. Il appelle de l'éducation. Il vient de donner des exemples. Les enfants, les élèves ne connaissent pas leur pays. Donnez-moi le nom d'un ministre camerounais, on ne connaît pas. Je suis sûr que si demain ils étaient en train de se balader dans la rue, on ne les connaîtrait même pas. Parce qu'actuellement, ils sont sur TikTok, ils sont sur je ne sais pas quoi, en train de regarder. Ils ne sont pas en train de regarder. Donc il y a un problème d'éducation. Moi, j'ai vu en France, au temps du président Sarkozy, on avait imposé que dans les salles de classe, on affiche certaines informations. C'est l'hymne national, c'est certains emblèmes nationaux dans les salles de classe, afin que tout enfant qui entre dans la salle de classe connaisse. Mais aujourd'hui, nous sommes éparpillés. Et c'est comme si le système s'arrange à ce que nous soyons aussi éparpillés. Revenons sur la question politique, si vous voulez, militante. On a combien de partis politiques aujourd'hui? Ça fait combien de divisions? Ça fait combien de Camerounais qui sont divisés dans les partis politiques? Rappelons que c'est une thématique à l'ordre du jour. Aujourd'hui, si je partais à l'élection, je devrais choisir un Camerounais parmi tant d'autres. Comme si j'en excluais. Donc, le minimum d'unité voudrait que les Camerounais se retrouvent entre eux. Sur le plan historique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et pas de la culture. Où est la culture camerounaise? Quelle est la culture camerounaise? Nous n'en avons pas. On a des micro-cultures, on a une sommation des micro-cultures au point où c'est comme si on avait additionné l'orange, puis la mandarine, puis l'ananas, on ne sait pas ce que ça donne. On n'a pas travaillé à créer un socle culturel. Il n'y a pas une culture camerounaise. Jadis, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, on disait impossible n'est plus qu'on n'est pas camerounais. On se reconnaissait dedans. Mais on ne se reconnaît plus. Le football, qui était notre socle, tout le monde se reconnaissait dans les années 90, Lyon indomptable. Aujourd'hui, on ne se reconnaît plus. On a d'un côté les Églisiens, on a de l'autre côté, comment on les appelle encore? Les hiboux. Mais vous voyez qu'à chaque niveau, les Camerounais se séparent. À chaque niveau, les Camerounais se séparent. La question de l'unité est une question fondamentalement politique. Et ce sont des hommes politiques qui doivent faire leur travail. On a l'impression qu'ils ont démissionné. Les politiques doivent s'asseoir et donner la dynamique, la direction à suivre. Un bon projet de société promu auprès des populations et on l'achète à travers le vote. Aujourd'hui, nombreux vont aller voter par exemple en octobre. Mais ils votent quoi? Ils votent des projets, des programmes de société? Mais non, ils ne votent pas. Ils votent l'appartenance à une communauté. Ils votent les individus. Si vous lui demandez que vous avez voté pourquoi? Quel est le projet de société d'État? Ils ne connaissent pas. Donc, il a soulevé la question de la culture politique. Donc, il faut une véritable culture. Comment qu'on enseigne les enfants? Que les médias jouent leur rôle, qu'on enseigne la culture politique, qu'on ne vote pas pour le plaisir, qu'il a une bonne tête, il est beau, qu'on ne dit pas chaud tous les jours. Non, mais qu'avant d'aller voter, quelqu'un vous a présenté un projet de société, vous vous y reconnaissez, vous l'étudiez. Moi, avant de venir, j'ai fouillé sur lui, Qui est-il?
Mais si vous ne connaissez même pas, parce qu'il a le même nom que moi, il est du même village que moi, il est de la même communauté, la même église que moi. Mais alors? Merci. Georges Auriol Lekama. Alors, Valé Bessala, la question de l'unité nationale semble donc finalement, au regard de tout ce qui vient d'être dit ici, une question éminemment politique, c'est-à-dire que les solutions ne peuvent venir que du politique. Alors, si vous vous mettez dans cette position, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour avoir cette unité? Vous avez fait une très belle description tout à l'heure où on a semblé voir justement toutes ces failles. Comment est-ce qu'on les comble? Non, mais je crois que vous avez... venez de trancher une confusion qui vient d'être faite parce que le N'Djamène parlait il n'est pas d'accord avec l'homogénéité. Oui. Non. Quand on parle d'unité, on ne parle pas de la culture, on ne parle pas des traditions parce que ce sont des valeurs qu'on ne fond pas. On dit au Cameroun est un pays uni dans sa diversité. Donc il n'y a pas un problème d'homogénéité dans l'unité. L'unité dont on parle, c'est l'unité sociale et politique. Comprenez? Ça dit les deux levains dans la République qui servent à bâtir le tout que l'on veut. Parce qu'on restera toujours, M. N'Djamène, qui vient d'une région, on restera toujours M. Tédissé, M. Lekama, qui viendra de quelque part, qui aura sa culture. Mais c'est l'apport de chacun dans la société, sociale et politique, qui fait donc l'unité. Pour que lorsque l'étranger, il a parlé du Rwanda, et ainsi de suite, nous regarde, qu'il ne voit qu'un. Tout à fait. Mais à l'intérieur, nous savons que M. Lekama vient et que chacun à l'intérieur ait le sentiment de se reconnaître dans l'État, dans ce que nous avons construit. Alors pour appuyer vos propos, lorsqu'on parle par exemple d'un Américain, il n'y a qu'une sorte d'idéologie, un Américain sait se reconnaître. Quelle est donc l'idéologie camerounaise? Vous avez donc trouvé le parfait exemple. Parce qu'en fait, il a parlé du Rwanda tout à l'heure, mais non. Le Rwanda, la langue la plus parlée au Rwanda, c'est pas ce qu'il a dit, c'est le Kenya. C'est le Kenya-Rwanda. À 97%. Le français était une langue officielle au Rwanda. 97%. Et le français est réduit à 17%. Il faut faire toute attention. Et l'anglais que Kagame a érigé en langue officielle, justement, c'est 9%, puisqu'en fait, c'est les jeunes générations, en fait, qui grandissent avec cet anglais. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, pour moi, je me situe au niveau stratosphérique de l'analyse de l'unité. C'est-à-dire que ce que tous ils ont dit, c'est des éléments qui fédèrent, qui permettent de comprendre en fait que nous sommes désunis, que nous ne sommes pas un. Oui. Mais moi, je suis sûr, pourquoi nous ne sommes pas un? Dites-nous. Parce qu'en fait, c'est la question de ceux qui nous dirigent. Parce que si vous avez, par exemple, je m'amuse, d'ailleurs, N'Djamène l'a fait tout à l'heure, une merveilleuse description, là c'est dans le côté fonctionnel de la gestion de l'État. Mais nous allons voir, dans le côté même dirigeant de l'État, vous allez voir des individus, si vous êtes dirigé par un individu qui est suisse, qui est français, américain, il est américain, vous lui donnez notre pétrole, il dort chez lui à l'étranger, dans son vrai pays, et de temps en temps il vient signer quelques notes, quelques décisions ici, et puis il transfère notre argent de l'autre côté. Vous pensez que ce monsieur peut travailler pour l'unité? Moi j'ai vu des cas, par exemple des individus, d'ailleurs c'est une affaire que tout le monde connaît. On semble vous entendre, vous attaquer à une question, notamment celle de la double nationalité. Mais non, c'est pas la question de la double nationalité. C'est la question de la reconnaissance en la nation. Oui. C'est-à-dire le jus solis et le jus sanguinis qui est le vôtre. Parce qu'en fait, on est Camerounais soit par le sang, soit par le sol. Vous comprenez? Oui. Mais la majeure partie des gens dont nous parlons, c'est des gens en fait qui ont le même sang que nous, mais qui ont choisi une autre nationalité et vivent au Cameroun comme s'ils étaient nés dans le deuxième pays dont ils ont pris la nationalité. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc le problème n'est pas la double nationalité, le problème c'est l'état mental dont parlait le sociologue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au Cameroun comme si c'était des Français, comme si c'était des Suisses, comme si c'était des Américains. Et quand vous voulez voir donc fonctionner, parce que c'est ça dans l'unité. Pourquoi l'unité est en mal? Parce qu'en fait, l'unité est mise en mal du fait des éléments fonctionnels qui ne rentrent pas dans la logique de reconnaissance sociale de nos réalités. Un individu donc qui gère une société d'État et qui se fonctionne comme un Français. On a vu par exemple des gens, moi je n'ai rien contre ceux qui vont voter à l'ambassade. Vous comprenez? Oui. Mais le mal c'est qu'ils gèrent nos affaires comme si ils avaient un autre État ailleurs. Il parlait des routes. Vous avez parlé des ponts et puis des barrages qui ont été laissés à l'abandon dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont fonctionnels, mais qu'on néglige. Faussement branché. Mais vous pensez que quand on vit pour un peuple, quand on sait que c'est ici qu'on va vous enterrer, on met ce peuple à l'aise, vous comprenez? Donc pour moi, je suis dans cette logique
qu'il faudrait que nous changions nos mentalités. C'est pour ça que moi j'ai aimé le discours du sociologue tout à l'heure. Nous devons formater le Camerounais. Moi, c'est ma logique à moi. Formater le Camerounais. Ça prendra du temps. Non, ça ne prendra pas du temps. C'est une affaire de décision, c'est tout. Kagame, aujourd'hui, il a parlé de le merveilleux exemple du Rwanda. Quand il passe du français à l'anglais, quand vous arrivez au Rwanda aujourd'hui, les gars, ils vous parlent soit l'anglais, soit le Kinyarwanda. Le français est ramené à la base essentielle. Vous comprenez? Donc, il faut formater le Camerounais. Et formater le Camerounais veut dire quoi? Il faut enlever cette mentalité occidentalisée dont parlait le président Jammeh tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des Français. Nous sommes dirigés par des Anglais, des Britanniques. Nous sommes dirigés... Oui, nous sommes dirigés par des Suisses et des Américains. Donc c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que 2025, je dis cela à la jeunesse tous les jours, celui qui doit diriger le Cameroun devrait être d'abord camerounais, merci monsieur Tedjissé, mais en plus, il doit être de la génération actuelle, c'est-à-dire qui n'a pas connu l'influence coloniale. Parce que ceux qui nous dirigent sont dans la mentalité coloniale. Donc ils vivent les peurs de la colonisation. Ils ont été traumatisés par le blanc. Regardez par exemple celui qui nous dirige. Il est né sous le blanc de la colonisation, on n'était même pas encore indépendant. Il a travaillé sous Aïdjo, il a vu ce qui s'est passé en 1961, Cameroun oriental, Cameroun septentrional, l'affaire du Cameroun septentrional, nos frères qui avaient décidé d'aller au Nigeria parce que la reine Elisabeth et De Gaulle s'étaient entendus pour truquer le référendum de 1961. Donc il a vécu cela. Et même la manière dont il est arrivé au pouvoir, il y a des histoires qui se racontent sur ce qui s'est passé, des bruits de couloir, donc il se sent redevable même de la métropole. D'ailleurs, j'ai suivi encore un bon rappel d'un de ses militants. Justement, il allait rendre compte au président français en 2014. Vous voyez, rendre compte. Donc, ça c'est un langage justement de quelqu'un qui est sous le joug de la peur du colon, qui est sous le joug même des paresses du passé. Et donc, il nous faut un président justement qui soit détaché de tout cela pour que justement cette unité soit forgée, qu'elle prenne corps et réalité. Alors, vous avez la parole et vous nous permettez rapidement d'embrayer dans la deuxième thématique parce que vous avez parlé notamment des questions politiques et même d'ailleurs présidentielles. Alors, président, j'allais dire le goût des valets. Je voulais renchérir une seconde. Tout à l'heure, je crois que Georges parlait de Sarkozy, les symboles de la République dans les écoles. Vous voyez que tout ce que dit Valérie Bessela, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que l'état d'esprit est primordial. Comment, quand on s'engage en politique, on a une vision de la société. Nous voulons créer le Camerounais nouveau. C'est ça qui fait qu'on donne de la noblesse à l'action politique. Créer un autre Camerounais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les mentalités qu'on voit se déployer dans nos administrations, dans les commerces, partout dans les transports, c'est parce que justement, dès la petite enfance, on ne leur a pas inculqué le sentiment d'être d'abord Camerounais. Beaucoup de gens, il y en a même qui a écrit le fédéralisme communautaire. C'est une horreur. Il nous ramène à des siècles avant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire la nation. Il nous ramène à des États identitaires. Vous savez que la Yougoslavie était un pays comme nous, qui a disparu parce que justement la tribu a pris le devant. Les gens se sentaient serbes, croates, kosovars, je ne sais pas, macédoniens, bosniaques. C'est ça qui a fait disparaître la Yougoslavie. Merci, je ne veux pas qu'on prenne ce chemin-là. Parce qu'en vérité, il n'y a que l'école, mais l'école africaine, camerounaise, qui va changer la donne, comme l'a dit Valérie Bessela. C'est-à-dire qu'en fait, nos mentalités de nos dirigeants font en sorte que les gens pensent qu'ils sont européens par procuration. François Fanon a écrit un merveilleux bouquin, Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les noirs à la peau noire, mais les blancs à la peau noire. Oui. Ça veut dire qu'en fait, ils sont blancs dedans et noirs dehors. Merci, Célestin Jamel. Alors nous le disions, Valérie Bessela, vous aviez la parole et c'est avec vous qu'on va aborder justement cette deuxième thématique, évidemment, qui traite notamment de la présidentielle d'octobre prochain, octobre 2025. Et une question qui naît d'elle-même, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à ce qu'une seule opposition puisse aller, notamment l'opposition puisse aller en rang serré en étant un pour pouvoir changer la donne? Est-il possible, Valérie Bessela? Vous êtes un homme politique. Oui, moi, je pense qu'on va distinguer les positions, puisque vous allez faire une opposition fonctionnelle ou l'opposition structurelle. Parce que l'opposition structurelle, le sociologue l'a dit, on est 369 partis. 70 même, 70, parce qu'on inclut le parti au pouvoir, mais si on enlève le parti au pouvoir, dans l'opposition, on reste aux 369. Donc, opposition structurelle, à l'état actuel, des textes, on ne peut pas être unis. Opposition structurelle. C'est-à-dire, chacun son parti, et puis chacun se sent président, futur président de la République, dans son esprit, c'est compliqué. Mais opposition fonctionnelle, d'accord.
C'est-à-dire la logique fonctionnelle de l'opposition. C'est-à-dire que chacun fait des compromis. Le président Jamel, le président TJC, moi-même et les autres, on se dit, ben voilà, on a un objectif. Tout le monde sauf Paul Biya. Tout sauf Paul Biya. Alors on se dit, bon d'accord, si on a cet objectif, alors chacun se débarrasse de ses pesanteurs. Biya bashing, là. On va, mais oui, mais l'opposition c'est ça, c'est le pouvoir bashing. Moi je fais du pouvoir bashing, puisqu'en fait, s'il n'est plus là et qu'il s'en va avec ces gars-là, eh bien, on a le peuple qui est libéré, on peut tranquillement continuer à bâtir le pays. Donc moi je ne suis pas dans cette logique. Mais il y a toujours un élément, Valère Messala. Vous parlez tout à l'heure d'une gestion du pays qui sera notamment faite par ceux qui n'ont pas connu la colonisation, mais il semble que dans cette opposition, pour revenir à ce que vous avez dit précédemment, il y a aussi des opposants qui ont connu ce système colonial. On fonctionne donc d'abord, on fixe d'abord dans l'objectif commun, c'est-à-dire faire partir ceux qui sont là. C'est donc dans cette opposition qu'on s'entend. On se dit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour gérer cette affaire? C'est ça la grande logique. Moi je crois que la question que vous posez aujourd'hui est tout à fait simple. Pourquoi l'opposition reste-t-elle divisée? Moi je dis, l'union, du moins l'élection présidentielle qui s'en vient, elle va unir. Elle va unir elle-même. Je m'amuse quand je vois les gens se tirailler à gauche et à droite, parce qu'en fait, le pouvoir en place a ceci de particulier, de stratégique, c'est que il a l'art de jeter du grain à certains la nuit et d'autres picorent. Et ils picorent la nuit et le jour, ils font des cocoricots qui n'ont rien à voir avec la source qu'ils ont eue la nuit. Et à la fin, lorsqu'ils seront déçus à la veille de la présidentielle, ces opposants qui jouent le jeu du pouvoir en place, vous les verrez. Ils vont se raligner parce qu'ils vont comprendre en fait qu'on les avait trompés. Ça c'est d'un. De deux, c'est que il y en a d'autres aussi qui sont dans la logique de c'est moi ou rien. Et là, ça bloque. Ça bloque parce qu'en fait, l'orgueil du combat, l'orgueil du combattant de l'opposition est encore ancré à nous. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de me relancer sur cette question d'une certaine génération. Parce que je dis aux jeunes, parce que même dans l'opposition, remarquez très bien, c'est ceux d'une certaine génération qui créent tout ce désordre. C'est-à-dire des gens qui ont soit fricoté avec cette génération de coloniaux qui nous dirigent, soit parce qu'ils sont nés eux-mêmes dans la colonisation, ils sont rentrés aux affaires et sont devenus des opposants dans notre monde d'aujourd'hui, le monde des jeunes d'aujourd'hui, soit alors tout simplement parce que ils ont grandi, ils ont été éduqués dans cette mentalité coloniale-là. Depuis Aïdjo, par exemple, et ils se sentent redevables parfois à l'endroit de certains apparatifs du système. Et donc, vous voyez, leur façon de s'opposer est toujours un peu ambivalente, alambiquée. On a donc ce problème-là. Donc, vous voyez que d'ici septembre, octobre, du moins lorsque la liste des candidats sera définitivement retenue, ceux qui hésitaient encore seront obligés de s'aligner. Obligé, je dis bien obligé de s'aligner, parce que si tel constate que sa candidature n'a pas été retenue et qu'il voudrait absolument exister en octobre, il sera obligé de choisir un des leaders dont le nom aura figuré définitivement sur la liste des candidats. Donc vous voyez que pour moi, je comprends encore la logique. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en 2025, après octobre 2025, du moins après aussi novembre, je suis dans la logique de ceux qui pensent que la vieille classe de l'opposition doit disparaître. Parce que autant nous disons que ceux d'en face là, ils doivent partir, il y a aussi que même dans l'opposition, nous devons nous toiletter. Parce qu'on ne peut plus continuer à faire la vieille opposition des gens de 1990, en fait, qui sont devenus entre-temps, du fait de la fatigue et du découragement des amis de ceux qui nous dirigent. Et du coup, quand vous voulez collaborer avec eux, il y a toujours cet élément de « vous êtes jeunes, vous ne connaissez rien, vous ne pouvez pas avancer ». Et on a envie de se condamner, et ça donne l'impression au Cameroun, lorsqu'on écoute un certain nombre de discours, que la jeunesse est un péché, Valère Mais bien Messala. sûr, ils ont mis cela dans l'esprit de la jeunesse aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont dit, la jeunesse n'est pas un programme, vous connaissez mon combat. Je dis aux jeunes, la jeunesse est un programme. La jeunesse est un programme. Autant celui qui dirige son peuple est un programme pour lui. Si nous nous plaignons aujourd'hui de la désunion, du manque d'unité, de la faim et tout ça, c'est parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas fait du peuple un programme. Parce que quand on leur donne l'élection en 2011, en 2018, en 2004, en 1997, c'est pour que justement ils fassent du peuple un programme, c'est-à-dire qu'ils servent le peuple. C'est justement parce que nos aînés n'ont pas pensé à travailler pour demain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de la jeunesse un programme, c'est parce qu'en fait on ne dirige pas pour aujourd'hui. Le sociologue l'a dit, on dirige pour demain. Et demain c'est qui? C'est la jeunesse. Quand vous êtes sortis depuis le matin, depuis une semaine, vous êtes dimanche, vous travaillez pour qui? C'est pour vos enfants. Donc, c'est cela que nous sommes en train de dire aux jeunes aujourd'hui, qu'il faut qu'ils comprennent une chose. Si nous disons que ces gens d'en face doivent partir, il faut aussi que même nous, qui sommes dans l'opposition, que nous acceptions que pour ceux qui ont donné du leur, parce qu'on ne peut pas rester éternel dans cette affaire,
Ils doivent aussi partir et laisser la nouvelle classe de l'opposition affronter aussi les nouveaux défis et les nouveaux leaders, certainement d'en face. Imaginez que le pouvoir d'en face change et que celui même que nous combattons tous là, il s'en va. Et que peut-être son parti au pouvoir reprenne, mais avec une autre tête. Mais attendez, la tête là ne va pas affronter les mêmes gens de 1990 qu'on avait dans l'opposition. Donc c'est là compliqué. Il faudrait que nous ayons cette humilité-là pour que les aînés comprennent que ceux qui n'ont pas pu combattre le système quand ils avaient notre âge ont été des lâches. Ils ne peuvent pas utiliser l'âge des autres, l'époque de la nouvelle génération pour venir mener des combats aux gens de leur génération qu'ils auraient dû combattre avant. Moi, je suis de cela. Ça dit que M. Ndiamé a dit tout à l'heure, et le sociologue aussi, la notion de conseil. Parce qu'il faut que les aînés acceptent cette logique. Quand on a travaillé, on peut se reposer, on peut donner à d'autres et dire, les plus jeunes, vous maîtrisez les défis du temps. On peut vous conseiller de par notre expérience. On peut vous conseiller du temps qu'on a mis. Vous avez dit 53 ans d'unité aujourd'hui. On va même dire aujourd'hui 65 ans, puisque c'est depuis 1960. Alors il y en a qui sont là. Le président, c'est quand même depuis 1962. Vous voyez, 63 ans. Il peut aller se reposer aussi et conseiller celui qui va arriver. Parce que même quand nous parlons d'unité, hein, monsieur Long, ce n'est pas une affaire de je suis opposant, je vais arriver au pouvoir, je vais couper tout ce qu'il y avait avant et faire comme si rien n'existait, vous comprenez? Oui. Il y a la continuité de l'État. Et la préservation des acquis. La préservation des acquis. Ça veut dire que pour qu'on est dans cette continuité de l'État, il faut que celui qui est au pouvoir cède la place de son vivant. Et permettre à celui qui arrive de lui montrer justement que voilà, c'est ce que je faisais, voilà ce qu'il ne faut plus faire. Qu'il devienne un véritable conseiller. Un véritable conseiller. Valère Bessala. Alors ceux qui partent doivent être de véritables conseillers pour les autres. Alors Dieudonné Tédissé, on parle là d'une opposition unique. Quels peuvent être les points forts ou alors les avantages d'une opposition unique? Il faut d'ailleurs reconnaître également qu'il y a beaucoup de résistance. Beaucoup n'en veulent pas, peut-être parce qu'ils profitent du système. Est-ce qu'il pourrait avoir des avantages, notamment d'avoir une opposition unie? United we stand, divided we fall. Yes. Union fait la force. J'ai apprécié ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut comprendre qu'il y a une certaine... je n'aime pas trop le mot opposition, j'aime les partis d'alternative gouvernementale. Pourquoi ça vous gêne l'opposition? Parce que le terme parti d'alternative gouvernementale signifie que vous avez un programme politique. Or, il se trouve que opposition, sur tel point d'éducation, voici ma vision, sécurité, voici ma vision. Il se trouve que il y a une certaine opposition qui entretient des relations incestueuses avec le système, qui, la nuit, fait des messes de nuit, le jour joue le cocorico, comme il a évoqué tout à l'heure. Il est urgent aujourd'hui de pouvoir, dans la pléthore de... Encore que, quand on parle de 300 quelque chose de partis politiques, il faut savoir s'il y a un programme de société concret qu'on peut défendre. Il est urgent que, puisque l'union fait la force, la division fait la faiblesse, que les leaders politiques et leurs différents bureaux politiques puissent s'asseoir et évaluer les programmes et voir qui est le plus à même à porter cela. Et que la vieille opposition, qui est dans le messianisme politique, qui pense que sans X, c'est impossible, sans Y, comprenne que, avant eux, dans leur rang, il y a des jeunes qui peuvent porter le flambeau. Et que nous soyons capables, parce que vous voyez, il y a des gens qui sont très intelligents pour écrire, mais incapables de retransmettre ce qu'ils ont écrit. Il y en a qui sont très capables de parler, mais qui ne peuvent pas transcrire ce qu'ils ont écrit. Qu'ensemble, nous puissions construire un modèle de type de société que nous voulons pour le Cameroun de 2100, 2200, et qu'on soit d'accord qu'il est urgent d'inscrire dans nos tests les clauses d'éternité de non-modification des tests. Parce que voyez-vous, si la Constitution doit changer, les tests doivent changer à chaque fois qu'il y a un nouveau président, la couleur de vos yeux. Vous comprenez qu'on court vers la dérive permanente. Donc il est aujourd'hui urgent de dépersonnaliser les problèmes pour poser une solution générale et pratique aux problèmes des Camerounais. Parce que la difficulté majeure qui a existé jusqu'à date, c'est que entre certains leaders politiques, ils ont leur concubinage incestueux du passé qu'ils veulent permanemment retranscrire. J'ai eu l'occasion, je voudrais rendre hommage à ce professeur, le professeur François-Xavier Beaumet, quand j'avais été élu délégué des étudiants à l'époque, il m'avait dit, parce que j'étais difficile, monsieur vous le reconnaissez quand même? Oui, j'étais très difficile. Il m'a dit, monsieur le délégué, vous aurez un problème demain. Vous allez gérer les contradictions entre votre génération et nous, entre votre génération et vous, celle qui suivra certainement, et celle que nous allons créer entre vous.
Et je vous assure que mes camarades m'écoutent. J'ai eu un des mandats les plus difficiles parce que c'était vraiment de l'agressement. Donc il est urgent aujourd'hui, au lieu de venir dire que oh, M. Valère Bessel a été avec X, c'était avec Y, venez nous dire comment vous faites pour que les Camerounais aient le travail dans le système éducatif que nous avons aujourd'hui. Venez nous dire comment vous voulez l'unité nationale lorsqu'on parle des Bamileke, des Boulou, des Yekombo et autres là. Il faut que nous soyons capables. Donc, on a parlé aujourd'hui, la semaine de la nation, l'unité, nation, ainsi de suite. Il faut instaurer le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois pour que les Camerounais comprennent que avant eux, il y avait le Cameroun, pendant eux, il y a le Cameroun, après eux, il y aura le Cameroun. Et en ayant cet esprit, vous savez que les pays dans lesquels l'armée est disciplinée et organisée sont les plus puissants. Vous ne pouvez pas attaquer Washington si on clique les doigts avec les djihadistes. Aujourd'hui, le désordre là doit s'arrêter et pour qu'il y ait l'unité, il faut que les partis politiques se dotent de l'école et de la formation des cadres. Parce qu'on a comme l'impression sur les réseaux sociaux et sur le terrain qu'on a des militants des partis politiques qui sont mal formés, qui sont devenus des véritables terroristes et qui sont prêts à lyncher sur la place des procureurs de Facebook et de WhatsApp quand vous ne pensez pas comme eux. Et c'est un problème. La formation politique et patriotique des militaires est importante parce qu'un militant de parti politique sans formation politique est un criminel en puissance. En ayant la formation des militants et des cadres, vous verrez que la communication va changer, il n'y aura plus le messianisme politique et on peut aller tout droit. Merci, Dieudonné Tidissé. Alors, Célestin Djamène, on parle de cette question de l'opposition. Quelquefois, on estime que c'est cette unicité ou alors cette union des partis de l'opposition qui pourra faire changer la donne. Mais d'autres leaders de l'opposition estiment que ce n'est pas un problème d'union des partis, mais c'est un problème des textes qui encadrent le processus électoral. Entre autres, de manière claire, on parle par exemple d'un code électoral qui n'est pas du tout bon et qui n'est pas à l'avantage de l'opposition. Vous savez, je suis l'un des hommes politiques à avoir engagé depuis très longtemps, avant même l'avènement de ce code actuel, la priorisation du code électoral. Parce que c'est le texte qui dévolue le pouvoir, qui fait transférer le pouvoir. Alors, après les années 92 et 97 et 2004-2011, le RDPC a compris que pour éviter l'accusation de bourrage dur, de fraude grossière et matérielle, il fallait infiltrer la fraude dans les textes. Quand vous regardez les articles du Code électoral, il y a des textes qui sont assez, j'allais dire, liberticides, qui tuent la liberté électorale. L'article 113 bis, par exemple, qui fait qu'on est dans un bureau de vote, par exemple, nous avons des exemplaires de PV, nous sommes au même niveau de représentativité, et puis à la fin, la loi vous dit que ce n'est que le PV des ELECAM est valable. Le PV du président qui fait foi, qui est valable. Oui. C'est-à-dire que le mec peut prendre son PV, il s'arrange à 1h du matin, 2h du matin, et je vous rappelle au passage que l'enveloppe qui contient le PV est censée être hermétiquement fermée. Dans les cas pratiques, ça ne l'est jamais. Donc il suffirait simplement que le président d'un bureau de vote aille à l'antenne, parce que quand la fourgonnette part, il n'y a pas tous les scrutateurs dans la fourgonnette. Généralement, il y a le président du bureau de vote. Donc il part avec son enveloppe qui est ouverte, contrairement à la loi, il va la retirer la nuit avec l'effaceur liquide, il met le chiffre qu'on va nous mettre. Le RDPC ayant perdu dans les urnes, va gagner, malheureusement, dans la proclamation. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, vous savez très bien que le président de la République, qui dans notre pays est en même temps président d'un parti en compétition, peut démettre à tout moment le président, le directeur des élections de Cameroun et le président du conseil électoral. Il a le droit de le faire, l'article 44. Et ça, c'est liberticide. Alors justement, pour revenir à ce que vous dites, une frange de l'opposition a d'ailleurs posé un problème, c'est-à-dire le mandat déjà du président qui est beaucoup plus long que notamment ceux qui gèrent le système électoral. Est-ce que c'est une sorte d'épée de Damoclès? Peut-être Valère Bessala va revenir sur la question tout à l'heure. Est-ce que c'est une façon d'influencer? Comme quoi, vous abusez, on vous enlève? Le problème, c'est pas le mandat long, évidemment. Je pense que moi, je suis personnellement pour le mandat de 5 ans, un quinquennat renouvelable une fois. J'estime que 10 ans, c'est assez long pour démontrer qu'on peut faire quelque chose pour son pays. Il y a des valeurs au Cameroun qui peuvent aussi, après 10 ans, vouloir lancer un défi à améliorer ce que le précédent n'a pas fait ou a fait. Donc moi, je suis pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Maintenant, si c'est un septennat, ce qui est important, c'est les promesses faites pendant la campagne, est-ce que le président en exercice les a tenues? Et est-ce qu'on a la liberté de le renouveler ou de le chasser? Or, dans le système électoral camerounais, la transparence, ce n'est pas la caractéristique la plus connue. Et c'est bien le contraire. Donc, moi, je dis simplement que le problème, et contrairement à ce que dit Valère Bessala, ce n'est pas l'âge du capitaine.
On ne veut pas Biya parce qu'il est âgé. Certes, évidemment, il n'a pas les jambes de 20 ans, mais la politique, c'est d'abord, c'est les idées qui font avancer la société. Et il y a des vieillards de 80 ans qui vont voter, parce qu'ils se solidarisent avec le combat des jeunes, justement. Il y a des jeunes, vous avez vu par exemple le cas de la Gambie avec Yahya Jammeh, qui est un salopard, on va dire ça comme ça, qui a été bouté hors d'état de nuire, parce qu'en vérité, c'était un jeune, moins de 50 ans, et qui n'a rien fait pour son pays. Rien fait pour son pays, il était jeune. Donc la question, ce n'est pas les gènes, ce n'est pas l'âge, c'est le choc culturel que vous créez, c'est les idées que vous astiquez, que vous distillez dans la société. Voilà ce qui importe. Donc aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de la fin de la situation. Quelles sont les idées qui soulèvent les masses? Quelles sont les idées qui galvanisent? Quelles sont les idées qui motivent les jeunes à aller voter plutôt que d'aller faire du 2-0 le dimanche du vote? Parce que quand vous regardez par exemple depuis 1992, il y a environ 8 millions d'abstentionnistes. C'est une niche importante. Les jeunes ne vont pas, malgré l'inscription sur la liste électorale, ne vont pas voter. Parce qu'ils pensent que leur vote ne sert strictement à rien. Donc moi je dis, il faut des idées capables, un peu comme dans les religions, vous avez vu les églises réveillées, les gens sont prêts à se lever à 2h du matin pour aller écouter Kangouka, je sais pas, il y a ça, comprenez? Parce que quelque part, ils ont la motivation peut-être religieuse, mais c'est une motivation. Donc ce qui compte pour moi, ce sont les idées. Ce n'est pas la jeunesse. Il y a des vieux qui sont très impliqués. Des vieux sont morts dans des combats avec des jeunes. Et vous savez, lorsque vous parlez de la jeunesse ou encore de l'âge, on sait quand même qu'une théorie sociologique explique qu'un homme est justement utile pour la science pendant la première moitié de son existence. Dès la deuxième moitié, il devient quand même nuisible parce qu'on a horreur du changement. Est-ce que là, ça ne vous rattrape pas si on reste sur ce prisme-là? Horreur du changement? Non. Vous savez, je peux vous prendre un contre-exemple. On peut passer simplement 4 ans de sa vie dans l'arène politique et bouleverser ses concitoyens, ses compatriotes. Mandela a bouleversé les consciences, il n'a été au pouvoir que 4 ans, 4 ou 5 ans, on va dire ça comme ça. Donc je pense qu'en vérité, il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on veut réellement. Si on s'en prend au président Paul Biya, c'est pas parce qu'il est monté au pouvoir à 49 ans, le pouvoir président de la République. Il a commencé PM, il avait moins de 45 ans. Il a fait 7 ans PM. Et à 49 ans, il devient président de la République. Et 49 ans, ce n'est pas un âge très avancé. Bon, donc, effectivement, et qu'est-ce qu'il a bâti en 43 ans? Tout le monde peut en témoigner sur ce plateau. Donc, je suis en train de dire ceci. Quand on entre dans l'arène politique, ce qui est important, ce qui fait que les foules vous suivent, voilà, mais ça, les candidats déclarés. Il aura sûrement un programme politique qu'il va soumettre aux populations. Maintenant, le programme politique bute sur 2 choses. D'abord, les jeunes ne lisent pas beaucoup, malheureusement. Les prendre toute la partie de Grand Nord et même ailleurs, les gens vont par consigne. Les chefs, les chefferies, les lamidos, pays d'Amérique, un pays l'Angozo, les formes, qui vont lancer des consignes de vote. Alors, au lieu de prendre le soin de regarder un programme politique, qu'est-ce que ce bonhomme me propose pour le changement? Nous voulons quoi? Nous voulons le changement. Et puis, je voulais quand même me dire une chose qui me semble très importante. Vous sortez par là? C'est qu'en vérité, l'opposition, c'est quoi? C'est pas un bloc monolithique. Il y a des partis d'opposition qui sont des satellites du pouvoir. Justement. Parce que la question qui revenait à Georges Lekama tout à l'heure, lui qui est un acteur social, bref, un observateur de la société, alors comment réussir à avoir cette union lorsqu'on sait qu'il y a justement ce que vous dites, c'est-à-dire ces partis satellitaires qui sont créés en réalité pour laisser croire qu'il existe un jeu démocratique? Le langage de candidat unique, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais, et tant mieux d'ailleurs. Et pas un candidat d'union. C'est-à-dire qu'il y a une force centrifuge qui peut se mettre derrière une femme ou un homme, parce qu'ils y croient en ces temps, et d'où le sentiment que j'ai que, même si je ne suis pas messianiste, je pense qu'il y a des hommes qui inspirent confiance. Parce que dans un peuple, une élection présidentielle notamment, où l'élément fondamental, c'est quand même la personnalité. Je veux dire qu'il y a des hommes ou des femmes qui inspirent confiance. Donc, au départ, on se met derrière eux parce qu'on pense qu'ils sont crédibles. Parce que si vous perdez cette image, si vous êtes décrédibilisé ou peu fiable, même si vous avez un super programme, je crains que les gens ne vous suivent pas. Donc il ne faut pas ignorer l'élément crédibilité et personnalité. Je dis simplement ceci. Dans l'opposition, vous avez des gens qui sont certes hors du gouvernement, mais qui sont pro-gouvernemental. En vérité, ce qui compte, et je crois que Dieu l'a dit, c'est l'alternative. Merci. Et autre problème qui est parallèle, c'est qu'on voit très bien que
la lecture des programmes est fondamentale. Et j'ajoute que malheureusement, ça débouche sur un problème que nous connaissons tous. Il y a une corrélation entre l'appartenance tribale du leader et malheureusement, comment dirais-je, l'adhésion politique. Aujourd'hui, on a tribalisé la politique. Bamileke ira voter le Bamileke parce que un leader Bamileke, les Kambeti va aller voter le Beti qui est au pouvoir, etc. Donc ainsi de suite. Donc il faut déconstruire cette mentalité et repartir justement sur une nouvelle base. Merci Célestin. Sinon pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, ce sera la même chose. Toujours confronté aux mêmes équipes. Alors Georges Auriol Lekama, vous avez observé avec nous la scène politique et justement on s'est rendu compte qu'il y a également l'Église qui s'est incrustée, bref, en prenant position, en dressant pratiquement une sorte de portrait robot du futur président. Est-ce qu'au sein de l'opposition, avec votre œil assez pointu, on a l'impression qu'on peut voir, notamment il parlait d'un homme crédible qui respecterait peut-être toutes ces conditionnalités données par les hommes d'église. Justement, c'est là le souci. Vous savez, la question qu'on pose là est celle de la mobilisation des personnes autour d'un certain nombre de valeurs, un certain type d'idéal. Vous voyez, de la mobilisation. Or, lorsque vous regardez ce qu'on va appeler, il a parlé des partis d'alternative ou des partis d'opposition. La première chose, c'est qu'on a un difficile consensus. Les partis sont différents et différenciés. Parfois des programmes totalement opposés. Comment on va réunir en un seul bloc des personnes diamétralement opposées? Du point de vue idéologique. J'arrivais. Lorsque vous regardez par exemple en France ou aux États-Unis, on a l'impression qu'on a 3 niveaux. On a les partis de gauche, les partis de droite, les partis de centre. Et même le centre, dans certains pays, on parle encore du centre-gauche, le centre-droite. Mais au moins, on a des grandes structures où, lorsque je suis un parti, je sais de quel côté je tends. Soit je suis, même dès que je crée mon parti, cela va de soi que je suis soit de la gauche, soit de la droite. Et même quand je suis de centre, comme vous le dites, on dirait que je suis du centre-gauche ou du centre-droite. Oui. Mais au Cameroun, vous allez voir même des partis qui sont là, vous n'avez même pas l'impression qu'ils sont conscients de leur idéologie. Est-ce qu'il y a même des rapprochements? Et vous voulez parfois des rapprochements incestueux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de l'extrême gauche, qui va faire un mariage avec quelqu'un de l'extrême droite, c'est vraiment ahurissant. Voilà la première chose. Il a parlé de la question du leadership. Mais le leader s'inscrit dans une vision. Lorsque vous regardez les différents leaders de nos partis, quelles sont leurs visions qui sont capables de fédérer autour d'eux une certaine force, une certaine coalition? Vous savez, la mise en œuvre des coalitions, si vous voulez, la mise en œuvre des assemblages, suit quand même un certain processus. La première chose, c'est l'idée. La deuxième chose, c'est le processus même d'assemblage ou de coalition. C'est-à-dire qu'il faut une organisation qui est au-dessus des individus. Vous voyez? Une organisation qui est au-dessus des individus. Oui, nous, on va faire une coalition. OK. Quelle est l'organisation qui est chargée d'implémenter, de réguler cette coalition? Non, la coalition, ce n'est pas bon. Je m'appelle Jean les camarades. Dès que c'est moi, alors, vous devez vous allier derrière moi. Non! Il doit avoir une instance au-dessus des individus qui fasse que lorsqu'un individu ne répond pas aux caractéristiques nécessaires de cette organisation, on met de côté. Alors justement, parlant de cette question pour une relance, on a vu par exemple que, pour revenir à ce que Valère Bessala disait, le caractère jeune qui semble être un péché pour leurs dirigeants, mais les évêques ou encore les hommes d'église par exemple, on dit il faut un président qui a la capacité de se mouvoir à travers le pays. Moi je ne pense pas que sa question c'est le facteur âge importe. D'ailleurs même, hein, moi j'ai fait des observations quelque part. Les jeunes ne votent pas. Les jeunes ne votent pas. Voilà, c'est eux qui ne votent pas. Hein. Moi, je suis allé à l'ECAM. Dans le cadre d'une étude, je demandais à ce qu'on me donne les statistiques. Mais je peux vous dire que lorsque vous voyez d'abord les inscrits, en consommant, c'était plus de 60% étaient des personnes âgées. Voilà. Où sont passés les jeunes? Je vous envoie faire un deuxième travail. Allez regarder, bon, pas cette année, encore il y a quelques années, les cartes qui n'étaient pas retirées. Mais c'était des jeunes. Dans le cadre du recrutement spécial 25 000, c'est comme si on avait mis l'épée de Damoclès. Ceux qui ne sont pas inscrits sur des listes électorales ne vont pas. Du coup, en parenthèse, à votre permission, il y a même des directeurs d'école qui menacent les étudiants qui sont engagés dans des partis politiques autres que le parti au pouvoir d'être exclus. Très bien. Et ces directeurs nous écoutent. Il faut dénoncer ça. Parce que ça doit s'arrêter. Ça doit vraiment s'arrêter. À l'Est, il faut que ça s'arrête un peu ce genre de comportement. Les enfants sont obligés d'adhérer, de partager une idéologie politique à l'abri. Or,
politique ou politicien, c'est du passé. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'un jeune de 18 ans ne soit pas engagé, qu'il s'engage dans l'armée, mais qu'il soit incapable d'aller voter. Donc voilà ce que je voulais ajouter. J'ajoute, regardons un peu. Je me rappelle à Bonanjo, lorsque vous allez déposer vos dossiers pour le recrutement spécial 25 000, lorsque vous grimpez les escaliers, à gauche, il y avait un bureau et le camp. Ceux qui se sont inscrits dans ce bureau n'ont pas retiré. Dès que vous avez votre récépissé, vous passez de ce côté, vous déposez votre dossier, vous rentrez. Combien sont revenus prendre comment on appelle ça, leur carte électorale? Aujourd'hui encore, on a vu certains partis proposer de l'argent pour les étudiants, les gens qui vont aller s'inscrire. 3 000, 5 000. Bon, j'ai même vu des Camerounais, pour des raisons financières, aller s'inscrire au bureau A, au bureau B, au bureau C, pour bénéficier 5 000, 3 000 ici. Vous pensez qu'ils vont aller récupérer ça? Il n'y a pas la culture politique ou militante. Ils sont partis s'inscrire pour la simple raison qu'ils partaient prendre soit 5 000, soit 3 000 francs. Le moment venu, ils ne vont pas récupérer leur carte d'électeur. Qu'est-ce qui sera fait de cette carte d'électeur? D'où la sanction du comité. Et pas seulement ça, la fraude. La fraude. Donc vous voyez, deux problèmes. Un, la difficile coalition de l'opposition. Mais ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est la pléthore qui fait à ce qu'on a l'impression que l'opposition se tire une balle dans la chaussure. Si on avait par exemple 2, 3, 4, 5 candidats, ou on se retrouve dans une élection avec 6 candidats, 7 candidats, ça se comprend. Mais si on va se retrouver dans une élection avec 10, 20, 30, 40 candidats, mais attendons, ça c'est trop quand même. Ma grand-mère qui est au village, qui n'était pas à l'école, lorsqu'elle va aller voter, comment elle va se reconnaître entre 40 bulletins de vote? Comment elle va se reconnaître? Je rappelle Est-ce qu'elle est politiquement éduquée? J'arrivais. Je vais vous raconter une anecdote, mais c'est une histoire vraie. Alors vous sortez avec, dans mon village, cette histoire, oui. On a battu campagne, plusieurs partis, et on a dit aux mamans que quand vous allez aller voter, vous voterez le bulletin qui a le feu. Le bulletin qui a le feu. Alors ce matin-là, ma grand-mère qui était comme un leader dans la famille a tiré ses proposes pour aller voter. On dit, oui, toi tu étais quand même en ville, tu connais la ville, amène-nous, tu vas nous montrer. Arrivé au bureau de vote, ma grand-mère allait la première. On a donné une pléthore de bulletins, elle est entrée dans l'urne, elle a choisi le bulletin qui avait le feu. Mais sauf qu'en choisissant le bulletin qui avait le feu, elle a pris le bulletin rouge. C'était la couleur du feu. Et vous savez comment ma grand-mère faisait souvent. Elle prit l'autre ou les jeter dans l'urne, elle met dans son cabangodo, elle sort très contente d'avoir voté le parti pour lequel elle est venue voter. Oh là là. En sortant, ses coépouse lui dit, mais maman, tu as fait comment? Elle dit, non, c'est simple. Le bulletin qui a la couleur des pulpes des noix. Pulpes des noix. Allez, toutes les mamans sont allées voter le bulletin qui avait la couleur des pulpes des noix. Décompte, un parti est sorti avec 8 bulletins. Mais il venait d'où? Et je vous pose la question, supposons qu'au Cameroun, ça s'était reproduit comme ça et que le candidat avait réussi. Allons-nous dire que cette élection est démocratique? Est-ce que c'est la volonté du peuple? Voilà toute la question. Voilà toute la question. Valet Bessala, un mot avant qu'on ne sorte de cette thématique, juste un mot? Ben oui, moi je voulais dire qu'en fait, on ne mangera plus du jeûne après 2025. Parce que moi j'ai écouté tout ce qui a été dit sur la jeunesse. La jeunesse ne part pas voter, ce n'est pas du fait de sa volonté. Cette jeunesse a ce comportement du fait simplement de la sécrétion des politiques publiques qui ont été volontairement, intentionnellement implémentées par ceux qui dirigent. Parce qu'en fait, ceux qui dirigent ont peur de la jeunesse. Ils ont tout fait pour que cette jeunesse ne soit pas politisée. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est-à-dire, nos parents ont intégré cela. Et on a dit aux enfants, non, c'est pas bon, ça tue, vraiment, c'est très compliqué, il faut pas faire la politique, il faut jamais. Et ils ont grandi comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et s'ils ne faisaient pas la politique, ils sont donc détournés vers les TikTok qui sont arrivés un peu tard, les Facebook, ainsi de suite, mais entre ces deux-là, ils sont allés à autre chose. Donc voilà le véritable problème de la société. Parce qu'on tire à boulet rouge sur les jeunes, on dit ils ne vont pas voter, taux d'abstentionnisme, mais non, les jeunes n'ont pas décidé de même de ne pas aller voter. C'est vrai. C'est la société qui les a préconditionnés. Dans ce sens-là, en disant la politique n'est pas une bonne affaire, ça c'est dingue. Si vous permettez, Valère, justement, au village là, quand on dit que ne viens pas avec la politique ici, ça signifie quoi? Voilà. La fourberie. Donc, politique a été associée à fourberie. Donc, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans une société qui a peur du jeune. Oui. Et c'est pour cela que nous, qui avons décidé justement de travailler uniquement pour la jeunesse, on a compris ce phénomène. C'est-à-dire que si nous voulons bâtir une nouvelle société, former, faire naître le nouveau Camerounais, il faut aller le chercher plus bas. Parce qu'en fait, nous tous là, nous sommes déjà, pour certains totalement, pour d'autres, pour les plus chanceux, à moitié corrompus par ce système.
Parce que nous avons grandi dans les peurs de ces systèmes. Aujourd'hui, on dit liberté d'expression, oui, c'est l'expression qui est libre. Mais celui qui parle n'est jamais libre. Alors, on est toujours libre avant d'avoir parlé, mais pas toujours après avoir parlé. Donc, c'est l'expression qui est libre. Merci. Donc, vous voyez que c'est cela aujourd'hui qui a conditionné la société. Et donc, quand on parle de la jeunesse, l'aîné lui parle de l'âge. Non, au-delà de l'âge, il y a la mentalité. Il y a la mentalité. Parce qu'on peut être, il a bien dit, on peut être très âgé, mais avoir une mentalité jeune. Mais ceux qui nous dirigent n'ont pas la mentalité jeune. C'est-à-dire qu'ils sont âgés et avec une mentalité gérontocrate. Rétrograde. C'est parce qu'ils vivent une autre époque et ils se comportent comme s'ils étaient encore à cette époque. C'est ça justement le grand problème d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons, quand nous disons la jeunesse, c'est un tout. Et la troisième chose et la dernière, moi je voudrais dire qu'il ne faut pas que les aînés aient peur. Parce qu'en fait, la jeunesse que nous sommes en train de vouloir positionner au pouvoir aujourd'hui, est celle justement qui s'est située dans la continuité. On parle des partis politiques. Moi, je pense, N'Djamena disait si quand on aura un programme. Non, moi, j'ai déjà un programme. J'ai un projet de société, d'ailleurs, que j'ai eu à présenter déjà en partie. Et nous proposons, par exemple, qu'on fonde tous les partis politiques. Ça veut dire que le parti de mon aîné N'Djamena sera prêt à disparaître s'il n'a pas une assise nationale. Le mien aussi, par exemple, va disparaître s'il n'a pas une assise nationale. Parce qu'en fait, on va rester sur 21 partis pour tout le Cameroun. Avec 3 grands blocs de 4 partis, selon ce qu'il disait, centre, gauche et droite, et puis un bloc de 3 partis pour uniquement la jeunesse. Vous voyez un peu. Et on aura des partis régionaux, par exemple, qui pourront donc travailler dans les régions. Au fur et à mesure qu'ils auront une assise nationale, ils pourront dégrader ceux qui sont bien nationaux, qui le deviendront régionaux, et eux vont tous se proposer. Une véritable compétition. Parce qu'en fait, une véritable compétition. Et on va tuer cette affaire de leader messianique. Parce qu'en fait, quand l'élection présidentielle s'en vient, on va dire, vous êtes de centre, vous êtes de droite, ou vous êtes de gauche, ou de centre-gauche, ou centre-droite. À l'intérieur, on ne veut pas savoir, il y a 3 grands blocs. Donc on aura déjà ce genre de choses-là. Ça fait qu'on n'aura plus de fixation sur le parti de mon frère qui vient de tel village, ou ainsi de suite. Donc parce que, monsieur Long, parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que quand on dit les programmes, on en a. Mais je voudrais dire simplement, et monsieur Teddy, c'est là aussi dit, parce que dans la Constitution, il y a beaucoup de germes de division dans la Constitution, même des germes politiques. Vous voyez, autochtone, allogène, mais moi je ne vais pas jusque-là. Je parle des clauses intangibles, parce qu'il a parlé de ça, mais nous, on allons appeler les clauses intangibles de la Constitution. Merci. Parce qu'en fait, il faudrait que dans notre texte fondamental, non, j'ai terminé, dans notre texte fondamental, qu'on ne permette plus à un homme, fut-il providentiel, d'arriver au pouvoir et de se dire telle disposition ne me plaît pas, alors je vais introduire celle qui me permettra de durer 40 ans, 60 ans ou 100 ans au pouvoir. Du coup, il faudra les institutions extrêmement fortes. Il faudra un jeune justement qui ose, comme le président de la République l'a dit récemment, du moins il y a 15 ans, mais surtout un jeune qui a la fougue de la nation et qui peut donc, en toute différence et en toute distanciation des individualités, proposer un programme et un projet fou qui justement puisse mettre les Camerounais. Valère Bessala, et ce sera avec vous qu'on va prendre une légère transition. Le temps, justement, on va revenir sur le N'Djamena. Juste une légère. C'est pour dire ceci. Le jeunisme, si Valère entend pas jeune une question de mentalité, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on peut être jeune avec 77 ans, je peux être d'accord avec toi. Mais si la jeunesse, effectivement, c'est limité à l'âge, alors là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en vérité, le problème, c'est quoi? C'est qu'il va falloir créer des écoles pour les parents. Parce que les vraies valeurs originelles, c'est les parents qui les transmettent à leurs enfants. Alors du coup, ça repose... sardine, il est difficile que les jeunes soient conscients politiquement. Merci. Merci beaucoup, Célestin N'Djamena. On va prendre une légère transition et justement, nous revenons juste derrière pour prendre la 3e thématique. À tout de suite. Il n'y a pas de génération spontanée. De retour sur ce plateau, nous abordons la 3e thématique qui est celle qui interroge l'indépendance du Cameroun. Certes, nous sommes à pratiquement 65 ans. Est-ce que dans les faits documentés, on peut se dire aujourd'hui que nous avons une indépendance véritablement libre ou alors une indépendance pratiquement piégée sous contrôle de la France? Regardons ce petit élément qui nous sert de point d'ancrage. Quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. Et en fait, le traumatisme de Gaulle et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré. Et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi
par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter des dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière, la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Ruben Umniobé. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Ruben Umniobé en 1958, ou en Suisse, Félix Moumié, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la gégène. Et c'est la France qui apprenait ça. Paul Biya était le Premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Vous m'avez dit que le fil conducteur en fait, de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives. C'est qu'on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils ne sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Voilà, un fragment d'éléments que nous avons justement ramassé. Vous avez compris tout ce qui se dit par certains chercheurs français en tant qu'hommes politiques, justement, sur la question quelle réaction. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, en interrogeant l'indépendance du Cameroun, est-ce une indépendance sous contrôle, piégée par la France? Mais au départ, je pense que l'indépendance n'a pas été conquise par ceux qui se sont battus, justement, pour la conquérir. Bien sûr, il y a eu l'UPC, comme je disais tout à l'heure. L'UPC a connu dans ses rangs des victimes, qui sont morts sur le champ d'honneur parce qu'ils défendaient la nation, la réunification des deux territoires. Tout à l'heure, je parlais en début d'émission du faux problème anglophone, parce qu'en vérité, c'est les Britanniques et les Français qui sont venus créer ces histoires au Cameroun, parce qu'en vérité, l'UPC demandait exactement que les deux territoires fictifs soient rassemblés, l'indépendance immédiate. Or, De Gaulle, à Brazzaville, en 1944, propose la communauté française. Vous vous rappelez que Sékou Touré avait dit non à l'option proposée par De Gaulle, à savoir qu'on devenait citoyen français, un peu d'autonomie. Enfin, la France devait toujours contrôler l'histoire. Donc après, je crois qu'il y a eu, après 1960, effectivement, certains valets locaux qui étaient mis là par la France pour piloter certains États africains. C'est le cas du Mali, encore qu'au Mali, il y a Modibo Keïta qui s'est franchement présenté comme un nationaliste panafricaniste. C'était le cas également, je crois, en Guinée-Bissau, avec Cabral, et puis dans quelques pays africains. Mais en gros, cette indépendance a été octroyée, elle était nominale. Bon, maintenant, le vrai combat aujourd'hui, ce n'est pas la victimisation. Moi, je n'aime pas ces excuses perpétuelles. On a été colonisé, on a été on est contrôlé par la France. Non, mais que faisons-nous en tant qu'être humain pour avoir ce sursaut patriotique? Moi, mon parti s'appelle l'Alliance patriotique. Je pense que l'accent doit être mis sur la patrie. C'est-à-dire, le fait justement d'avoir été humilié, piétiné, n'est-ce pas, déraciné, doit nous faire prendre conscience que c'est à nous, justement, de refaire notre destin, de réorienter notre destin. On peut passer notre vie à dire que l'indépendance a été octroyée, machin truc, et puis ça fait quoi? Le plus important aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on a les dirigeants qu'il faut pour exactement créer ce déclic qui fera que demain, eh bien, on va... Et d'ailleurs, je crois que l'AES, avec le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont donné le temps.
je crois qu'avec les années qui vont venir, toute l'Afrique va s'émanciper de la France. D'ailleurs, la France n'a plus aucune influence aujourd'hui en Afrique. Alors c'est quand même quelques faits. Valé Bessal a parlé tout à l'heure. Quand vous parlez de la France n'a plus une influence, c'est peut-être à questionner. Et quand on se souvient qu'il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, un président français, Macron, qui disait justement, j'ai appelé le président Paul Biya de libérer Maurice Kamto. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas vous savez que si vous avez écouté le discours de Macron le 6 janvier, où il pleurait, il traitait les Africains d'ingrats. J'ai entendu que les Africains sont en train de le lâcher. La réplique de Driss Déby Mahamat le lendemain, le 7 janvier, ça veut simplement dire que la France est en train de regretter son passé, son empire. Aujourd'hui, les Africains ouvrent les yeux et prennent conscience de leur indépendance réelle, que celle qui a été donnée dans les années 60 était des fausses indépendances. Donc aujourd'hui, je le répète, la France aujourd'hui, par exemple, n'a plus de base militaire. Il y a une base symbolique à Libreville. Dans tous les pays de l'AOF, Afrique équatoriale française, ça dit que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, il n'y a plus de base militaire. Même en Côte d'Ivoire. Et justement, parlant de la Côte d'Ivoire, il y a quelques informations qui font état de ce que les 2000 soldats, les 10 000 soldats qui restaient, justement, ils ont un nouveau programme, celui de se rendre pratiquement invisibles en restant justement comme des civils, mais en réalité des militaires. En 1960, il y avait 30 000 soldats en Afrique, français en Afrique. En 1990, il y en avait 3150. Aujourd'hui, il y en a 50, symboliquement à Libreville. Il n'y a plus de base militaire française en Afrique. Or, justement, l'influence passait justement, jadis, par cette coopération militaire qui venait protéger les dictateurs pour conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur le plan économique, si on dépasse le côté purement militaire, encore que sur le plan militaire, les accords avec la Russie, avec Israël, avec les États-Unis. Aujourd'hui, sur le plan économique, la Chine, aujourd'hui, traite davantage, beaucoup plus avec les pays africains que la France. La France, aujourd'hui, au niveau de la Turquie, en termes de relations commerciales avec l'Afrique. Comprenez? Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, malgré la présence de Total, de la PHP, de Orange, de la CFAO, que la France ait encore une quelconque influence, ni politique, ni économique, en tout cas au Cameroun. Merci. Je n'en sais pas. La preuve, c'est que Ouattara, Macron voulait que Ouattara ne brigue pas un 4e mandat. Ouattara a dit non, Macron ne peut rien faire. Hein? Monsieur Betia a sûrement parti signer des accords militaires en pleine guerre Ukraine, en Russie. Macron n'a rien dit. Monsieur Biya nargué Hollande ici en disant que ne reste pas au pouvoir, qui veut, mais qui peut. Donc alors, ils ne peuvent rien faire. Merci. Maintenant, c'est à nous de changer notre destin. Alors, c'est à nous de changer le destin. Comment expliquer justement, pour appuyer les propos de Célestin Djamène, il faut sortir notamment de cette façon de faire qui consiste à pleurnicher. Mais si on essaye de regarder au Cameroun, on parle d'un État indépendant. Alors, dans les faits, on voit un jeune artisan qui sait fabriquer les armes. Normalement, on se serait attendu à ce qu'il puisse être capté et envoyé dans une armurerie, dans une base militaire, peut-être au génie militaire, pour développer. Mais on se rend compte que 65 ans après, on continue d'acheter les armes à gauche, à droite, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va justement atteindre cette indépendance, par exemple, sur le plan militaire? Nous allons atteindre cette indépendance sur le plan militaire. Parce que contrairement à ce que certains pensent, M. Valé Bessal l'a dit tout à l'heure, nous sommes ce qu'on appelle les born free. Nous n'avons pas connu les réseaux de France et tout ça. C'est-à-dire les nés libres. Oui, les born free. Et cette indépendance doit être assumée et construite, je vous ai dit au départ, autour du système éducatif. Ce n'est pas l'État français qui encourage notre gouvernement à venir former les enfants à 25 ans pour être les chercheurs d'emploi. Il faut qu'on mette à la tête du Cameroun, que le peuple camerounais qui nous écoute, mette à la tête du Cameroun des gens qui sont résolument tournés pour le bien-être des Camerounais. Vous parlez de la question militaire tout à l'heure. Comment pouvez-vous expliquer qu'on intercepte un jeune qui fabrique les armes au quartier, au lieu de le conduire vers un centre de recherche, d'armurerie, de sidérurgie, de métallurgie, on le conduit au tribunal pour le flanquer à Newbel. Et on appelle la presse qui vient faire des grands reportages. Qui vient faire le one-man show. Vous avez une crise comme celle de Southwest à Northwest Today qui commente que pour que nous puissions résolument sortir de cette affaire, que les enfants des collèges technologiques, lycées et autres là, entrent à l'école de la fabrication des drones. Ça ne manque pas. Pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le régiment de surveillance aérienne. On n'aura plus les gens qui sont venus kidnapper un X, kidnapper un Y. Vous avez aujourd'hui une armée qui achète
pratiquement 90 à 100% de son matériel dans les entreprises de l'armement. Entre-temps, pour votre information, il y a ce qu'on appelle l'extraterritorialité des technologies, du droit. Ce qui fait obligation, si vous achetez une arme américaine, pour l'utiliser, même en période de mouvement chaud, il faut l'autorisation de la firme qui a acheté, qui a fabriqué. Auquel cas, on désactive votre armement à distance. Il est urgent aujourd'hui au Cameroun, pour que cette indépendance soit véritable, d'engager ce qu'on appelle une direction de la recherche stratégique sur les nouveaux concepts et sur la technologie. Vous parlez de l'indépendance, vous avez la monnaie, le franc CFA. C'est une question qu'il faut adresser avec sérieux et rigueur. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à rester dans ce capitalisme de consommation. Vous avez le Cameroun aujourd'hui qui crie partout gouvernement souverain, mais qui va mendier le riz Big Joe chez les Indiens. Pourtant, dans le Ndi, dans le Ngoretunja, dans le Mungu, la Menois, la Haute-Sanaga, le Lébi à même. À l'extrême nord, la Semri. On ne peut pas avoir un pays qui a 58 départements, 42 qui portent le nom d'un fleuve. Nous sommes encore aujourd'hui à attendre les pluies pour s'aimer, pour être des éternels mendiants. Ça ne passe pas. Le costume que M. Valère met sur la porte, que je porte, coûte 100 000 francs. La balle de coton qui produit ce costume coûte 45 000, pèse 200 kg. Produit ce costume 60. Nous préférons envoyer en Guangzhou, à Turin, à Baltimore, pour porter le Giorgio Armani, le Tassipulo, et récupérer la friperie en retour. Donc, pour que cette indépendance soit assumée, nous devons pouvoir transformer nos produits dans les bassins de production de façon à ce que cela puisse partir en produits finis. Et il y a un point particulier sur lequel je voulais insister. Les populations de la Leki, de la Mofouakono, de la Boubé Ngoko, du Fako, font du cacao. Vous savez combien coûte le litre du cacao pressé à froid? Dis-nous. Pratiquement 62 500. Mais nous sommes à faire perdre de la sueur à nos parents pour rien. Il faut que nous puissions transformer ici localement, et pour transformer localement et vendre un produit fini. Parce que voyez-vous, aujourd'hui l'Europe nous encourage à rester dans la dépendance en créant sa réserve stratégique sur 200 ans. On détruit nos forêts pour ravitailler leur stock stratégique et demain ça va rechuter. Merci. Il est urgent aujourd'hui, je voulais chuter là-dessus, de dire que nous qui sommes Camerounais et nous sommes un grand pays, on doit pouvoir changer notre école pour former des vrais patriotes aptes à être des créateurs de richesses. Et vous verrez que les Blancs là vont venir demander la nationalité camerounaise. Merci beaucoup, Dieudonné Tédissé. Alors, Valère Bessala, on parle de l'indépendance du Cameroun, par exemple sur le plan agricole. Un exemple a été fait tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, on nous faisait même entendre que le blé ne pouvait pas pousser au Cameroun et toute une politique était mise en branle pour qu'on ne puisse pas cultiver un certain nombre de choses. Bref, qu'on soit toujours dépendant. Comment faire pour en sortir? Non, votre thème, c'est Cameroun, une indépendance piégée, justement. Piégée sous contrôle de la France. Oui. Moi, je vais rester sur cette logique avant d'aller sur la question que moi je considère la vôtre comme un exemple. Oui. Alors, nous sommes piégés, effectivement, parce que vous avez bien libellé votre thème. Nous sommes piégés. Piégés 2 fois. 2 fois. Et c'est pour cela que nous disons qu'en 2025, on ne doit pas être piégé une 3e fois. Piégé, première fois. Parce que j'entends les gens dire que non, Ahidjo avait été bâti ou trouvé par Ojoula. Non. Ahidjo a été justement dépisté par Guy Georgie. Guy Georgie, qui était justement né en 1918, il est mort il y a 2 ans, il a vécu 105 ans. Il était chef de cabinet du service de l'information au Cameroun. Et il a découvert Amadou Ahidjo dans cet intervalle 45-41, puisqu'il le dit lui-même clairement. Que c'est lui qui l'avait fait élire dans l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1947. Et il dit qu'ils avaient presque bourré même les urnes pour qu'il soit élu. Vous comprenez? Donc c'est lui qui découvre Amadou Ahidjo. Mais comme il a été aussi chef de région du Cameroun entre 1950 et 1957, il est parti au Congo après, éternel ambassadeur, il a confié donc à Ojoula. Donc voilà le premier piège. Parce qu'il faut, quand vous parlez du piège, la France s'est toujours arrangée à mettre le grappin sur nos dirigeants. Soit parce que c'est elle qui les choisissait, soit parce qu'ils sont arrivés pour le cas des autres pays africains et elle a réussi à les attacher. Donc pour le cas du Cameroun, c'est la France qui apprivoise d'abord notre premier dirigeant, du moins en termes de président de la République.
La preuve, c'est qu'André Marimbida n'a pas été apprivoisé par les réseaux et on l'a rejeté immédiatement et on a continué avec cela. Il n'a pas fait long feu. Hein. Il a fait long feu. Alors, Biya aussi, c'est la même chose parce que nous sommes dans le piège français. Nous savons tous pourquoi Amadou Ahidjo est parti du pouvoir, du moins. Les histoires se racontent sur l'affaire. Mais je dis toujours que pour mieux comprendre cette affaire d'Amadou Ahidjo, il faut rentrer au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, en 1976, le président sénégalais, Senghor, lui, il avait déjà changé la constitution en 1976, en disant c'est le Premier ministre qui sera le successeur constitutionnel du président. Et on savait qui était Premier ministre en 1976 et qui prendra le pouvoir justement en 1981. Abdou Diouf. Oui. Amadou Ahidjo suivra dans le même sens en 1979. Mais dans les logiques et les arcanes françaises, c'était justement une recommandation des présidents français du temps pour dire vous n'êtes plus à même de supporter les changements qui s'en viennent. Puisqu'en fait, on aura la boule en 1990. La France avait déjà commencé à adapter sa politique. Mais pour le cas du Cameroun, c'était particulier. Parce que le président Amadou Ahidjo, lui, il avait maille à partir, il avait Mitterrand, qu'il avait eu à heurter pendant qu'il était président et pendant que Mitterrand était dans l'opposition en France. Avocat en plus, notamment dans une affaire, la célèbre affaire Wandier, où justement il avait dit quand vous serez président, certainement que je ne pourrai plus l'être. Vous comprenez? Oui. Donc quand il arrive, on comprend effectivement qu'il a mis, et d'ailleurs quand il arrive au Cameroun, je crois en 83, M. Célestin Djamel, il dit Monsieur le Président, nous nous sentons bien avec vous. Il s'adresse à Paul Biya. Vous voyez? Donc nous avons été piégés une fois, 1947. Nous avons piégé deux fois, 1982 avec Paul Biya. C'est pour cela que moi je reste dans cette affaire de piège français. Parce que moi je refuse de penser que la France n'a plus rien à voir, parce que Denis Djamel le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui nous empêche? Non! Ce qui nous empêche justement de nous libérer, c'est ceux qui ont été piégés par la France individuellement et qui ont piégé leur pays de manière conséquente et subséquente. Si nous avons eu un président comme celui-ci, qui a été piégé donc, c'est-à-dire happé par les Français, il est arrivé au pouvoir à la faveur des Français. Il se comporte effectivement comme un Français au Cameroun. Mais dites-moi, monsieur Elon, quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, il parlait de la consommation. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à avoir des entreprises qui sont tournées vers l'extérieur, l'extraversion économique? Parce que justement, ça sert les intérêts de cette métropole. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord que les statistiques, et d'ailleurs, je crois Macron lui-même, il a dit que la France avait reculé de 40% de domination. 30% du moins, finalement. Non, moins de 30, ils sont dit à moins de 20%. Ils sont dit à moins de 20%, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on a vu que les blanchis du cerveau qui veulent, par exemple, le pouvoir de Paul Biya après lui, ont recommencé, par exemple, à donner des contrats aux entreprises françaises à la Sonara. La Sonara que le président, lui, il a nationalisé. Parce qu'il a nationalisé la Sonara en 2019. Vous comprenez? Donc, vous allez donc nous faire comprendre que nous ne sommes toujours pas piégés parce qu'en fait, ils ont compris que si leur chef a été piégé et qu'il a réussi à faire 43 ans, pour qu'ils aient le pouvoir de leur chef, il faut aussi qu'ils aillent chez le piégeur, qui est le français. Parce qu'en fait aujourd'hui, si je vous ai parlé de la Sonara, je vous parle de la SNH. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qui nous a empêché jusqu'à ce jour d'aller prendre par exemple le pétrole au Nigeria à côté, d'aller prendre le pétrole en Angola? Est-ce que vous savez que dans la chaîne d'achat du pétrole, puisque notre pétrole est lourd, on le vend pour acheter un pétrole léger domestique, est-ce que vous savez que les traders, pour la majorité, sont français? C'est-à-dire que la France, c'est elle qui achète notre pétrole en Ukraine, en Russie, et vient nous le revendre. Et on nous fait comprendre en fait que c'est nous qui l'achetons en Russie, en Ukraine. La même chose pour le blé. Faites attention, la même chose pour le blé. Il a parlé du coton. Moi, j'ai travaillé dans les régions septentrionales. Est-ce que vous savez que le paysan, celui qui plante ce petit coton-là, il n'a pas grand-chose. Merci Valère. Parce que vous parlez de géocoton, vous parlez de la sébrie et tout. Vous voyez? Donc nous avons ce problème, c'est-à-dire que nous sommes toujours piégés par la France, non pas peut-être par une France directe, mais une France par procuration, c'est-à-dire par ceux, justement, ces peaux noires, masques blancs qui nous dirigent. C'est ça le véritable problème. Merci Valère Bessala. Justement, Georges Auriol Lécaman, le temps nous arrête pour justement pour aujourd'hui. Merci Dieudonné Tédissé, merci Valère Bessala pour votre invitation. On vous dit encore mille fois merci. On en dira certainement en off. Alors Célestin Djamel, merci d'être venu sur ce plateau. Malheureusement, c'est déjà fini. Les bonnes choses, paraît-il, ne durent justement pas. Alors merci beaucoup Georges Auriol Lécaman. Alors merci à vous autres qui avez pris de votre temps. 120 minutes, il paraît que ça coule comme de l'eau lorsque c'est intéressant. Très certainement dimanche, avec un autre plateau conçu et justement cousu à votre mesure. Dimanche, c'est un autre jour.